Bonsoir tout le monde. Bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir, bienvenue à cette assemblée publique de consultation qui est en mode hybride ce soir, le jeudi 28 mars 2024. Il est présentement 19h, donc nous allons procéder à l'ouverture de l'assemblée publique de consultation. Mon nom est Cécilia Macedo, je suis présidente du conseil municipal de Laval et conseillère municipale aussi du district de Marigot. Donc, merci aux citoyens et citoyennes qui se sont déplacés pour être avec nous en présentiel et bonsoir à ceux qui nous suivent à distance. Donc, ce soir, nous avons un seul règlement à l'ordre du jour, soit le CDU 1-7, projet de règlement modifiant le règlement numéro CD1-1 concernant le Code de l'urbanisme de la Ville de Laval pour un territoire situé dans l'axe de la rue Boisvert entre la rue des Trèves au nord et la rue de la Bernina au sud. Donc, avant de continuer, je voudrais saluer la présence des élus dans la salle. Donc, Mme Christine Poirier, conseillère municipale de Duvernay-Pointview, membre du conseil exécutif et responsable du développement et aménagement du territoire et représentante du maire ce soir, Stéphane Boyer. Monsieur Pierre Bravant, conseiller municipal de Vimont, membre du comité consultatif en urbanisme. Monsieur Yannick Langlois, conseiller municipal de Laurier-des-Bois, président du comité consultatif en urbanisme aussi. Et en ligne, nous avons Monsieur La Rochelle et Madame Lortie, conseiller municipal de Fabreville et de... j'oublie le... Marc-Aurèle Fortin, merci. Avant d'aller plus loin, vous présenter aussi les objectifs et le déroulement de la séance. Permettez-moi de passer la parole à Mme Poirier qui veut vous dire un mot de bienvenue. Alors, au nom du maire de Laval, Stéphane Boyer, il me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue à cette assemblée de consultation publique au sujet de la rue Boisvert. Je vous remercie de participer à cet exercice démocratique. Je remercie mes collègues d'être présents ici avec moi pour écouter vos commentaires et vos questionnements. Le projet de règlement est toujours susceptible d'être modifié et on est vraiment là pour vous écouter ce que vous aurez à dire sur le projet qu'on aura la chance de vous présenter dans le détail. Alors, profitez de la période de questions pour poser l'ensemble de vos questionnements aux professionnels qui sont ici pour vous répondre. Vous voyez qu'ils sont nombreux, ils sont très compétents. Alors, n'hésitez pas à profiter de cette période et aussi de la période de 2 semaines qui va suivre l'assemblée de ce soir pour envoyer des questions par écrit ou vos commentaires par écrit à l'adresse qui vous sera mentionnée un peu plus tard dans l'assemblée. Alors, je vous souhaite une excellente rencontre. Merci. Merci, Mme Poirier. Je vais vous présenter maintenant les personnes qui vont vous présenter le projet et à qui vous pourrez vous poser vos questions par la suite. Donc, Samuel Rousseau, conseiller professionnel, division réglementation, service de l'urbanisme. Mme Mathilde Moreau, conseillère professionnelle, division planification du territoire, service de l'urbanisme. Il y a aussi les conseillers professionnels Marie-Hélène Pertici, Caroline Picard et Mathieu Roy, tous du service de l'urbanisme. Donc, on va vous demander de réserver vos questions pour après la présentation. Et puis, je prendrai les questions en alternance, en commençant par une personne ici en salle. Et puis ensuite, on ira aux questions en virtuel s'il y en a. Donc, c'est normal que les micros soient présentement fermés. Ils seront réactivés tout à l'heure à la période des questions. Donc, sans plus tarder, je vais donner maintenant la parole à M. Samuel Rousseau pour débuter la présentation. Bonsoir tout le monde. Je suis ici avec mes collègues du service de l'urbanisme pour vous parler d'un projet de règlement modifiant le zonage. Donc, c'est le projet de règlement modifiant le règlement numéro CDU-1 concernant le Code de l'urbanisme de la Ville de Laval pour un territoire situé dans l'axe de la rue Boisvert, donc entre les rues de Trèves au nord et de la Bernina au sud. Ce projet de règlement porte le numéro que vous voyez à l'écran, CDU-1-7. Allons-y avec la localisation du secteur. On se trouve dans Vimont, au cœur de Vimont, à l'angle des boulevards, tout près de l'angle des boulevards des Laurentides et Saint-Élézéard. De plus près, si on prend une carte aérienne, on voit le secteur visé. Un tiret rouge l'identifie sur cette carte. Donc, on est juste à l'est du boulevard des Laurentides et au sud de Saint-Élézéard.
Ce soir, on va vous parler de deux secteurs, deux parties qui est touchée par le projet de règlement. Donc, une partie au nord, que vous voyez ici en rangée, alors qui fait la moitié nord à peu près, donc de Trèves jusqu'à de Genève, puis la partie du sud de Genève jusqu'à de la Bernina. Donc, tout le long de l'axe Boisvert, donc ça touche tous les terrains de chaque côté de l'axe Boisvert. Par la suite, on va regarder ensemble quelques photos du secteur pour avoir quelques référents communs. Mais bon, tout le monde ici doit bien connaître ce secteur. On est au sud d'un ensemble paroissial. On a l'église, le presbytère sur Saint-Ézéard, ainsi que le centre communautaire qui est sur Bédard, juste au sud. Ensuite, l'école Les Explorateurs, qui se trouve tout près de l'autre côté de la rue. Et quelques pavillons de la même école là, se trouvent sur un grand îlot, juste au nord du secteur dont on discutera ce soir. Il y a quelques maisons qu'on vous présente comme ça, mais c'est vraiment à titre de référence là, qu'on puisse avoir une même idée là, du secteur qui est visé. Donc, pour la partie nord, on a des maisons unifamiliales, un étage le long de cet axe. On descend, si vous me suivez bien, là, on descend vers le sud, toujours le long de Boisvert, mais on arrive au coin de la rue d'Anvers. Puis, le secteur touché se poursuit vers le sud. On a d'autres propriétés unifamiliales, un étage dans ce secteur. Ce sera des habitations qui vont être... dont on va vous parler plus en détail, là, des habitations typiques du secteur qui caractérisent le secteur, de l'habitation pour certaines avec toit plat, qui font partie d'un inventaire. On en discutera aussi plus tard ce soir, un inventaire patrimonial. Donc, ils ont des caractéristiques assez spécifiques, ces habitations-là. Ils ont également là, les traits de ce qu'on appelle là, le type ranch house. Là, c'est des bungalows là, de type californien là, qui datent des années 50. On y reviendra. Donc, on poursuit vers le sud. Et vers le sud, le type d'habitation change un peu, mais c'est toujours les bungalows unifamiliales, les maisons unifamiliales. Vous voyez que les toits changent un peu, le type de bungalow change. On est dans d'autres époques, mais pas très loin, là, les années 60. Et puis, on se rend comme ça jusqu'à de la Bernina. Donc, parlons des caractéristiques de ce secteur qu'on a pu identifier là, plus en profondeur récemment. On est remonté jusqu'aux photos aériennes de 62 là, pour bien voir que c'est un développement typique là, de banlieue là, des années 60, même début 50. Là, c'est la photographie qu'on a, c'est 1962, mais on voit que c'est déjà bien entamé. On voit l'axe de la rue Boisvert sur cette photo, un axe curviligne avec deux croissants notamment. Et les maisons là, qui s'étendent, on en voit qui sont déjà... Il y en a plusieurs de construits en 62. Et on est juste au nord là, du noyau villageois de Saint-Ézéard dont on a parlé un peu plus tôt. Ensuite, pour ce qui est de l'utilisation du sol, bien, comme on peut le remarquer sur cette carte, mais comme on le voit bien aussi sur tout le territoire, là, on est dans un secteur de maisons unifamiliales isolées sur des assez grands terrains. Donc, ce qu'on voit en jaune, c'est les maisons unifamiliales. Le secteur visé est ici identifié en rouge, donc dans la zone T4.1, 41-16. Caractéristiques plus générales, là, parlons de Vimont. Là. Vimont a une assez longue histoire. Là. C'est un secteur résidentiel qui a été développé au début des années 50, 55, 61. Là, et c'est typique du développement de banlieue pavillonnaire de cette époque. Ça correspond également à un moment charnière dans l'histoire de Vimont. C'est là où le village Saint-Ézéard est devenu la ville de Saint-Ézéard et quelques années plus tard, la ville de Vimont. Puis, comme on a noté et qui est identifié ici en jaune sur la carte, on est à proximité d'un territoire d'intérêt patrimonial qui est marqué là, par l'ensemble paroissial qu'on a vu, l'église, le presbytère, le cimetière, le centre communautaire, et autour duquel c'est vraiment développé là, le village, à l'époque, le village Saint-Ézéard. Je poursuis en vous parlant de réglementation. Ici, c'est un extrait d'un feuillet du CDU, CDU 1. Donc, ce règlement, le nouveau règlement de zonage d'urbanisme de la Ville de Laval, contient des territoires spécifiques, des territoires de PIIA. C'est un acronyme, ça veut dire Plan d'implantation et d'intégration architecturale. C'est un outil d'urbanisme. On va vous en parler en détail tout à l'heure, mais ici,
veuillez remarquer que le secteur qui est adjacent au secteur dont on parle ce soir, là, tout le reste du secteur Vimont qui est identifié en bleu sur la carte est un secteur qui est déjà assujetti au fameux PIIA dont on va vous parler plus en détail. Des caractéristiques spécifiques pour chacune des parties. Donc, comme je vous disais, le secteur, on a identifié des caractéristiques spécifiques pour chaque partie nord, partie sud. Commençons par la partie nord. Dans cette partie, les constructions sont les plus récentes. On a vu que le développement commençait vers le nord et se prolongeait vers le sud. Donc, 1955 pour les premières habitations, 1958 pour les plus récentes. Donc, on voit bien la série de bungalows là, qui s'enchaînent, dont, comme je vous parlais, une architecture d'inspiration californienne, toit plat pour certaines, 2 versants pour d'autres. Donc, ça constitue un ensemble assez unique sur le territoire de la ville de Laval, je vous dirais, fait partie de ce qu'on peut appeler le patrimoine moderne lavallois. C'est des habitations de plein pied, avec ou sans abri d'auto ou garage. Et puis, on a une implantation, là, toujours sur cette axe de rue. Là, on le voit bien quand on se plante sur la rue Boisvert, qu'on voit la rue qui est sinueuse un peu, curviligne, et la présence de 2 croissants. Et fait remarquable là, pour la partie nord, et ça fait partie des données là, qui nous amènent aussi ici ce soir là, en faisant cette proposition de modification de zonage, c'est qu'on a des données qui nous arrivent d'un inventaire des immeubles ayant une valeur patrimoniale. Donc 26 des habitations sur 36 de la partie nord ont été identifiées par cet inventaire comme ayant une valeur patrimoniale. Et ça fait aussi en sorte que ces propriétés, les 26 que vous voyez assurées en violet sur la carte, sont visées par un programme et un règlement. Donc d'abord le règlement sur la démolition des immeubles et un programme de revitalisation des immeubles, un programme de subvention, de revitalisation des immeubles patrimoniaux. Maintenant, partie sud. Des constructions encore des années 50, mais surtout 60, donc 56 pour la plus ancienne et des années 60 pour la plupart des autres. Des bungalows à 2 versants, mais faible pente, c'est pas le même type de toit, plan rectangulaire allongé toujours, et des modèles un peu plus variés qu'on a au nord. Et puis, la rue Boisvert, à cet endroit-là, est plus rectiligne. Là. Il y a encore une certaine sinuosité, mais c'est plus rectiligne. Et puis, aucun bâtiment de ce secteur n'est inscrit à l'inventaire. Donc, c'est pour ça qu'on on va séparer notre proposition en 2 et on va vraiment avoir des propositions de dispositions réglementaires qui vont viser la partie nord et la partie sud distinctement. Pour ce qui est de l'analyse, je vais céder la parole à ma collègue Mathilde. Merci. Alors, avancez. Oui, pardon. Merci. Donc, pour ce qui concerne les faits saillants, comme on l'a vu, la rue Boisvert est occupée essentiellement par des habitations unifamiliales. On en a parlé. La partie nord a été identifiée comme ayant une valeur patrimoniale. Puis, la plupart de ces maisons-là sont assujetties au règlement sur les démolitions d'immeubles qui a été adopté en juin 2023. Le règlement sur les démolitions d'immeubles est une mesure qui nous paraît insuffisante à elle seule pour maintenir l'homogénéité du secteur, puisque quand on est rendu à faire une demande de démolition, c'est un petit peu trop tard. Donc, on propose aujourd'hui de s'appuyer sur un rapport qui a été fait au niveau de l'étude typomorphologique qui décrit les particularités de la rue Boisvert et qui recommande notamment de maintenir l'effet d'ensemble dans le secteur et de préserver et de mettre en valeur surtout les éléments patrimoniaux qui ont été identifiés. Donc, qu'est-ce que l'étude typomorphologique? Je fais juste un rappel. C'est une étude qui a été faite à la grandeur du territoire de la ville de Laval. En fait, c'est une étude qui a permis de scanner le territoire et de le découper en types de milieux. Ils se sont appuyés sur l'existant, bien sûr, mais ils se sont aussi appuyés sur l'historique de développement des différents secteurs, ce qui a permis d'en dégager les frontières et les limites. Donc, si je ferme la parenthèse et on revient au morceau de l'étude typomorphologique qui correspond au secteur qu'on vous présente ce soir,
on regarde dans un premier temps que, on nous annonce que c'est le boulevard des Laurentides qui, en fait, stimule la construction domiciliaire. Parce que c'est un axe de transport qui était d'importance régionale. On a des rues qui se développent à partir de cet axe-là, dont la rue Boisvert. Et on nous apprend aussi qu'au niveau de ces rues, on retrouve beaucoup donc, de maisons unifamiliales avec une architecture qui est inspirée du mouvement moderne. On nous apprend aussi que la rue Boisvert, comme l'a dit mon collègue, a un tracé curviligne. C'est pas quelque chose qu'on retrouve forcément de façon très qu'on retrouve assez souvent dans un axe nord-sud. On retrouve aussi la présence de croissants. Ça donne, on va dire, une configuration paysagère particulière. Oui. Voilà. Donc, le secteur de la rue Boisvert est, comme on l'a dit, immédiatement adjacent à un ensemble bâti d'intérêt général qui est déjà existant. Il y a des analyses récentes qui ont été faites au niveau des composantes architecturales qui démontrent qu'il y a un intérêt à aller mettre un PIA. Puis on peut peut-être aller à la diapo suivante pour parler justement de ces composantes. Qu'est-ce qui définit le secteur de façon si particulière? Un travail a été fait l'été dernier de façon plus précise. Ça nous a permis, du moins pour la partie nord, de définir qu'il y avait deux modèles de bungalows qui étaient très présents, qui se répétaient et qu'on ne retrouve pas forcément ailleurs. On a d'abord un premier bungalow qui est de style ranch house, mais qui a surtout un toit plat, faiblement incliné, et puis qui a une séquence d'ouverture très particulière. Donc, on le voit ici au niveau couleur orange pêche. Ce type de bungalow est au-delà du fait qu'il a une séquence d'ouverture particulière, il est aussi identifié par des matériaux qui sont spécifiques, donc de la pierre grise dans la partie basse, et puis souvent de la brique ou du stuc de couleur claire, souvent sur la partie haute. Pour le deuxième modèle, lui, c'est un modèle avec un toit à deux versants, avec une ligne de toit qui est parallèle à la rue. Et puis là aussi, on a une séquence des ouvertures qui est assez distinctive, puisqu'on a toute une ligne de fenêtres en bandeau du côté droit, et c'est des choses qu'on retrouve assez peu ailleurs. Ce modèle aussi reprend la pierre grise en forme horizontale assez marquée. On peut peut-être revenir à la diapo d'avant. Merci. Donc, on a une partie du secteur qui est composée, comme on l'a dit, d'habitations unifamiliales qui se trouve actuellement dans une zone identifiée comme T4.1. Cette zone-là, en plus des habitations unifamiliales, c'est un type de milieu, c'est une zone qui autorise actuellement des duplex, qui autorise des triplex ou des habitations multifamiliales. Alors, on est d'avis que ce type de milieu peut créer des opportunités de développement qui pourraient altérer de façon importante le cadre bâti existant. Donc, pour résumer, pour dire pourquoi on en est un peu aussi arrivé à tout ça, il faut savoir que la ville a adopté des orientations au niveau de sa planification, dans ses documents de planification, autant au niveau de son schéma d'aménagement et de développement révisé, qui est un document de planification assez large. C'est pas dans ce genre de document de planification qu'on retrouve des choses extrêmement précises, mais en matière de patrimoine, on retrouve surtout des orientations dans le plan d'action en patrimoine 2020-2024.
Le point commun, c'est qu'on retrouve dans ces documents-là des orientations qui ont des objectifs communs, qui visent à avoir en fait une meilleure mise en valeur et une meilleure protection du patrimoine bâti d'intérêt. D'ailleurs, dans le plan d'action, il y a l'action 2.3 qui spécifie justement qu'il faudrait réviser les règlements d'urbanisme afin d'assurer la protection du patrimoine lavallois, notamment par les PIA, pour des territoires patrimoniaux ou pour des territoires qui ont des composantes paysagères d'intérêt. Donc, c'est ce qu'on vous propose ce soir. Au niveau des enjeux, on l'a vu, le secteur est couvert par une zone T4.1. C'est un type de milieu qui ne permet pas vraiment d'assurer l'effet d'ensemble qu'on a défini sur la rue Boisvert. Comme vous le savez probablement si vous êtes des citoyens du secteur, le secteur a déjà subi des transformations. Et puis, on a éventuellement de possibles démolitions ou des projets de densification qui pourraient, du coup, avoir un impact sur la qualité du milieu. Donc, étant donné que le milieu, justement, est constitué essentiellement d'habitations unifamiliales, on est d'avis qu'un zonage T3.3 serait plus adapté à cet ensemble. Le zonage T3.3, en fait, est autorisé seulement pour les maisons unifamiliales. Certains travaux, du coup, viendraient être encadrés par un PIA pour garder, en fait, et préserver les caractéristiques qu'on vous a présentées, qui, pour nous, sont assez remarquables. Et puis pour la partie nord, on vous propose aussi de venir limiter la hauteur des constructions afin de préserver les caractéristiques architecturales qui sont déjà existantes et pour avoir un effet d'ensemble beaucoup plus cohérent. Je vais poursuivre en vous parlant plus en détail des modifications qu'on vous propose par ce projet de règlement ce soir. Alors, revenons sur le zonage actuel. Actuellement, on a une zone T4.1. La zone porte le numéro 4316. Et les caractéristiques de ce type de milieu T4.1, c'est des types de milieux qui autorisent bien sûr les habitations unifamiliales, mais également des duplex, des triplex, des habitations multifamiliales qui peuvent aller 4 logements et plus, ainsi que des habitations collectives et des habitations de chambre. Bon, la réglementation qui est applicable ici vise à permettre une densification douce, une évolution. Et la hauteur maximale il est de 2 étages actuellement et de 10 mètres en hauteur en mètres. Ce qui est projeté, donc, c'est de créer, et vous reconnaîtrez les deux parties de la zone, une nouvelle zone, T3.3 cette fois, qui portera le numéro 4865, si adopté. Alors, dans cette partie, la partie nord, que vous voyez à l'écran, la hauteur maximale serait de 1 étage et de 5,5 mètres. 5,5 mètres, c'est une hauteur qui a été déterminée en faisant une moyenne là, des toitures, des hauteurs, des élévations dans le secteur pour des habitations d'un étage. Pour la partie sud, on prévoit un agrandissement de la zone voisine, la zone adjacente à l'est. Donc, cette zone est existante, c'est la zone T3.3 4671. Elle serait agrandie sur la partie sud. La hauteur maximale dans cette partie serait de 2 étages et de 9 mètres. Les caractéristiques d'un type de milieu T3.3, c'est des types de milieux qui sont caractérisés par des ensembles de faible hauteur et qui autorisent des habitations, cette fois unifamiliales, isolées ou jumelées, et des habitations de chambre, mais en autorisation d'usage conditionnel seulement. Donc, la réglementation applicable dans ces cas-là, dans ce cas-ci, c'est que ça vise à maintenir les spécificités de la forme bâtie et ça a pour objectif d'assurer une certaine préservation du caractère du milieu lorsqu'il y a des projets de rénovation ou d'insertion. L'autre modification qu'on vous propose ce soir, c'est d'ajouter à ce zonage
un outil d'urbanisme dont on vous a parlé, le PIIA, le plan d'implantation d'intégration architecturale. Encore là, on va distinguer la partie nord de la partie sud. Pour la partie nord, c'est un secteur particulier qu'on vous propose avec des objectifs et critères qui vont bien saisir les caractéristiques de cette partie. Et pour la partie sud, un PIA plus général, appelons-le général, parce qu'il couvre les ensembles bâtis d'intérêt général. Et c'est le même qui se trouve dans la zone adjacente à l'est. Donc, il va suivre l'agrandissement du zonage et il va suivre les mêmes limites que l'on vous propose. Merci. Donc, mon collègue en a parlé, mais qu'est-ce qu'un PIA exactement? Tout d'abord, le PIA, c'est, comme on l'a dit plusieurs fois, l'acronyme de Plan d'implantation et d'intégration architecturale. C'est un outil réglementaire discrétionnaire qui permet d'assurer une bonne intégration d'un projet dans son milieu d'insertion. Le projet est soumis à évaluation par la ville à partir d'objectifs et de critères d'aménagement particuliers. Une fois l'évaluation faite, il y a une recommandation qui donc est faite par le comité consultatif d'urbanisme, ou appelé CCU souvent. Et à la suite de cette recommandation, il y a approbation ou non par le comité d'exécutif pour la demande de travaux. Et le cas échéant, il y a une délivrance d'un permis de construction ou de travaux. Ce soir, on vous propose d'implanter un PIA qui fait partie de la section 11, ensemble bâti d'intérêt du CDU, actuellement en vigueur. C'est un ensemble bâti d'intérêt qui vise essentiellement les ensembles de la modernité, donc qui est dans la période, comme on voit, des années 50 à aller aux années 70. Il a la particularité de viser essentiellement la préservation des qualités architecturales et paysagères du patrimoine moderne. Donc c'est vraiment ce qui est visé aujourd'hui. À l'intérieur de ces PIA, on a à certains endroits des PIA généraux. On le voit ici sur la carte en bas à gauche, qui représente l'ouest le bout de l'île. Mais on a aussi des secteurs particuliers, comme ce qui est présenté ici au niveau du secteur de Champfleury, où on s'entremêle finalement le généraux et les secteurs particuliers. Le secteur qu'on vous propose, c'est un peu la même chose. Comme on l'a présenté, la partie sud viendrait à rejoindre le PIA qui est déjà sur la partie est de la rue Boisvert. Excusez-moi, on va prendre des questions après. La partie nord. OK. La partie sud est en bleu. La partie, donc, c'est un PIA général qui vise, lui, la construction et la modification d'un bâtiment principal. Oui, on va en revenir au niveau des travaux. C'est ça, qui vise essentiellement l'encadrement de la construction d'un bâtiment principal et qui vise la modification de la volumétrie d'un bâtiment principal ou une intervention sur une façade principale ou avant ou secondaire. Donc tout ce qui est en fait visible de la voie publique. Et puis pour la partie nord, comme on a vu que c'était une portion qui avait des caractéristiques identitaires particulières, on vous propose en fait de venir encadrer certains travaux avec des critères qui sont spécifiques et qui sont propres à ce secteur-là pour justement en garder le caractère si particulier. Donc le PIA viendrait par exemple, encadrer la modification de certaines dimensions des ouvertures. On l'a vu, les séquences dans les deux modèles qu'on retrouve dans la partie nord sont très identitaires du secteur. Donc, ça viendrait
encadrer, faire en sorte qu'on puisse minimiser la perte de cette séquence-là au niveau des ouvertures. Et puis, viendrait aussi, par exemple, faire en sorte qu'on respecte les matériaux qui sont déjà en place et qui font aussi l'unité du secteur. Donc, comme on l'a dit, on a des objectifs et des critères d'évaluation qui seraient spécifiques à cette partie, en plus de l'implantation et de la qualité architecturale. Nous allons maintenant passer à la partie de la présentation qui vous parlera des prochaines étapes, des étapes qui sont prévues par la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. On est ici d'ailleurs ce soir pour une de ces étapes qui est la consultation publique, l'assemblée de consultation publique. Alors c'est prévu par la loi qu'on doit tenir cette consultation auprès de vous. Et donc, à partir de demain, et pour les 15 prochains jours, il y aura une consultation écrite d'ouverte. Donc, on se rend comme ça jusqu'au 12 avril prochain, où tout le monde est invité à déposer commentaires, avis et autres sur une adresse qu'on va vous mettre à l'écran prochainement. Et c'est la partie consultation écrite. Par la suite, tous ces commentaires et avis seront réunis et on fera des présentations de vos préoccupations. On fera part de cela auprès des élus du comité exécutif. À partir de mai prochain, on adopte à ce moment-là un second projet de règlement. Le second projet de règlement sera aussi présenté auprès du conseil municipal et on présentera à ce moment-là du même coup le rapport de la consultation qui a eu lieu ce soir et de la consultation écrite. Donc tout ça sera rendu public et sera disponible sur notre site Internet. Puis, on se rend à la mi-mai dans les prochaines étapes où là, c'est la demande d'approbation référendaire qui est possible. Et c'est à ce moment-là précis, je vais vous en parler, qu'il y aura une procédure spéciale pour ces demandes. Puis, si le processus continue comme prévu, juin 2024 nous amène à l'adoption du règlement avec ou sans modification selon vos commentaires et les décisions des élus. Et par la suite, entrée en vigueur. Donc, on prévoit une entrée en vigueur fin juin. J'attire votre attention vers la ligne qui est au bas de l'écran. Il y a en ce moment effet de gel qui est en vigueur dans le secteur, un effet de gel, donc une résolution de suspension de permis que je vais vous parler, qui est en vigueur depuis le 13 mars dernier. Donc, c'est une résolution qui a été adoptée par le comité exécutif de la Ville. Elle suspend toute délivrance de permis jusqu'à une prochaine étape. Cet effet de gel, donc, vise tout le secteur et va tomber une fois l'entrée en vigueur du règlement. Alors, en ce moment, toute demande de permis qui est déposée ou qui serait déposée là, après, qui a été déposée après le 13 mars, que je veux dire, eh bien, il y a deux choses. Là. Il y a plusieurs cas de figure. C'est soit que la demande est conforme aux nouvelles normes prévues et elle peut cheminer, mais si elle n'est pas conforme, donc l'effet de gel s'applique. Autrement, s'il y a des travaux qui sont prévus et c'est des travaux qui seraient visés par le PIA que vous décrivez, ma collègue Mathilde, eh bien, ces travaux doivent attendre l'entrée en vigueur du règlement. Par contre, une demande de permis qui aurait été déposée avant le 13 mars et qui serait substantiellement complète et conforme, ne serait pas assujettie à l'effet de gel et peut bénéficier du régime actuel. Pour ce qui est de la consultation écrite, prenons le temps de regarder ça ensemble. Donc, à partir de demain et pour les 15 prochains jours, là, seront disponibles d'abord l'enregistrement de la consultation de ce soir. Donc, la disponibilité de l'enregistrement, par contre, ce sera au courant de la semaine prochaine. Mais le projet de règlement se trouve déjà là, sur le site Internet de la Ville. Vous pouvez consulter ce projet de règlement pour avoir tous les détails. Puis, comme je vous disais, les questions ou commentaires ou avis écrits, vous pouvez les faire parvenir à l'adresse que vous voyez, assemblée avec 2 E au pluriel, .urbanisme@laval.ca. Et vous pouvez trouver toutes les informations là, sur le site Internet de la Ville si vous cherchez dans l'onglet « Citoyens », l'onglet ensuite « Urbanisme et habitation », puis vous vous rendez à la première rubrique, donc en haut « Assemblée publique », c'est la première au haut de la page.
Je vous souligne que c'est important, tous les commentaires qui nous seront transmis par écrit seront rendus publics. Donc, s'il y a des informations confidentielles ou des renseignements personnels, évitez de les insérer dans vos communications. Parlons maintenant de la demande d'approbation référendaire. C'est prévu par la loi. Bon, il est possible de déposer une demande d'approbation référendaire. Elle peut viser les dispositions suivantes. Donc, c'est des dispositions qui vont concerner la création d'une zone, la modification des limites d'une zone ou sinon la hauteur d'un bâtiment principal. Puis, pour cette demande particulière, la demande d'approbation, il y a 3 étapes au processus, 3 étapes, on résume, là, mais il y a 3 étapes en général. C'est la demande de participation, on doit faire une demande de participation à un référendum. Ensuite, il y a tenue de registre, donc les citoyens sont invités à venir signer un registre et il y a des signataires, là, il y a un certain nombre de signataires qui doivent compléter le registre à une date prévue, une date fixe. Et enfin, s'il y a suffisamment de signatures au registre, il peut y avoir tenue d'un scrutin référendaire. Pour le processus référendaire, je vous demande de bien identifier à cette carte-là les secteurs où pourraient se trouver les personnes qui seront éligibles à participer au référendum, donc les personnes susceptibles à voter. Donc, c'est soit la zone en gris foncé, la zone au centre de l'écran que vous voyez, la zone concernée ce soir, la T4.1 4316. Puis sinon, c'est toutes les zones contiguës qu'on voit autour en gris pâle. Cette carte sera éventuellement disponible sur le site Internet de la Ville ou auprès du service du greffe. Et pour tous les détails, donc, on vous invite à consulter le service du greffe pour tous les détails concernant la demande d'approbation référendaire. Ou sinon, allez voir sur le site Internet de la Ville, à laval.ca. Dans l'onglet Administration municipale, vous trouverez le service du greffe. Puis sinon, le plan de la zone concernée, le plan qu'on vient de voir à l'écran, et des zones contiguës seront disponibles là, très bientôt sur le site Internet, la semaine prochaine probablement. Voilà pour la présentation du projet de règlement. Merci beaucoup. Merci Madame Moreau, Monsieur Rousseau pour cette présentation. Si on peut passer à la prochaine diapo pour nous donner la charte de participation. Monsieur Rousseau, je pense que vous... Voilà. Donc, j'aimerais rappeler à tous nos participants là qu'on s'est donné une charte de participation et on doit être donc à l'écoute, on l'a dit, des Lavallois, des Lavalloises. On doit donc faire participer les gens qui veulent poser des questions. Donc, on est maintenant rendu à cette période de questions. Nous invitons les personnes qui sont à distance à lever la main pour poser leurs questions. Et il est normal, encore une fois, que vos micros et caméras soient éteints et fermés. Il vous sera possible d'ouvrir ceci là lorsque votre tour d'intervention viendra. Donc, pour le premier tour de questions, je prendrai les questions ici au micro. Pour ceux qui veulent, parfait, madame, venez ici au micro et les personnes peuvent se mettre en ligne, là. On va y aller. Donc, je vous demande d'abord de vous nommer, de donner votre adresse et par la suite de poser vos questions. Et on va garder ça concis parce qu'il y a peut-être d'autres personnes qui veulent participer. Donc, bonsoir. Mon nom est Martine Van Loenkamp. J'habite au 1765 rue Boisvert. Donc, au début de la zone sud, puis chez nous, on a une maison à toit plat qui a été bâtie en 56 ou 57 par M. Boisvert, justement. Ma question, en tout cas, c'était pas clair pour moi dans vos explications. Si j'ai bien compris, la zone nord, ce serait pas plus qu'un étage, puis ça resterait unifamilial à partir de l'application du règlement. Mais la zone sud pourrait avoir un deuxième étage et ça resterait unifamilial. Est-ce que c'est ça que j'ai compris? OK. Attendez, on va vous donner une réponse un petit peu plus complète, là. Oui, tout à fait, madame, vous avez bien compris, c'est bien cela. Partie nord, un étage, avec un nombre de mètres fixé, puis partie sud, 2 étages, avec le même nombre de mètres fixé, unifamilial, mais ça peut être à la fois isolé ou jumelé, mais unifamilial. Qu'est-ce que vous voulez dire par jumelé? Des maisons jumelées, donc des maisons avec murs mitoyens. Ah, d'accord. Collées, oui.
Ma question, c'est que le problème, en fait, que je vois, moi, notre maison, nous, elle est toit plat, donc c'est que ce qu'on voit dans le secteur, et même sur la rue Boisvert, c'est qu'il y a des maisons qui ont été construites à 2 étages, tant dans le nord que dans la partie nord que la partie sud. Puis, en ce moment, sur la rue Boisvert, il y a même un 6plex dans la partie sud là, qui est en train de se faire construire. J'imagine que ça date, le permis avait été octroyé avant l'application du règlement. Mais je me questionne sur le fait que les maisons unifamiliales à 1 étage puissent devenir toutes à 2 étages éventuellement parce que ça enlève de l'intimité dans les terrains, ça c'est certain, le 2 étages. C'est quand même des maisons qui ont été bâties dans les années 50 et 60, comme vous dites. Fait que c'est ça, c'est comme la nouvelle mode de mettre un 2e étage partout. Moi, c'est ça. Fait que, moi, je suis inquiète de ça, que éventuellement autour de moi, il n'y ait que des maisons, que moi, la mienne, elle soit à 1 étage, puis que j'ai toutes des maisons à 2 étages autour. L'autre question que j'avais, c'est concernant il y a beaucoup de personnes vieillissantes sur la rue, puis je me demandais, le règlement, est-ce qu'il va quand même permettre l'accessibilité extérieure du domicile pour des personnes en fauteuil roulant? Genre une plateforme élévatrice extérieure ou une rampe d'accès, même si c'est un règlement patrimonial, là, je veux dire. C'est ça. C'est ça. Au niveau de la plateforme élévatrice, là, on ne va pas empêcher l'installation. On va juste venir s'assurer qu'elle s'intègre bien sur la façade. Là. Il y a toujours moyen de faire un revêtement et tout, qu'elle s'intègre bien à la façade. Là. Donc, on ne va pas empêcher son installation. On va juste s'assurer de son intégration. Puis si elle est dans la cour arrière, la plateforme, est-ce que... À ce moment-là, il n'y a aucun problème. Là, le PIA ne vient pas gérer les modifications de la façade arrière. OK. Merci. En tout cas, mon inquiétude, là, puisque moi, j'aimerais mieux que l'arrêt du 2e étage, en fait, d'empêcher dans la partie sud le 2e étage de faire. Parce que je sais que ça va être systématique. Là. Tout le monde va avoir un 2e étage. Ça va vraiment détruire la vue de... On en prend note. Merci. Merci bien. On n'a pas de questions en ligne, donc on va continuer ici en salle. Bonsoir. Votre nom et adresse, s'il vous plaît. Bonsoir. Jonathan Paquette, 1795 rue Boisvert. Oui, allez-y avec votre... Bonjour. Je m'interrogeais... Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Dans le fond, mon interrogation, c'est basé sur... c'est bien beau le secteur à 1 étage, le secteur à 2 étages, mais compte tenu des coûts, la valeur des terrains à Laval, je comprends ce que la dame ici voulait dire par intimité, mais on s'entend que des 2 étages, c'est ce que les gens veulent. Pourquoi? Parce que l'empreinte au sol coûte beaucoup trop cher à bâtir. Les gens vont vers le vertical, parce que c'est beaucoup moins dispendieux, ça rajoute du pied carré, ça augmente la valeur. Ce que je m'interroge, c'est est-ce que les maisons de la partie nord vont diminuer de valeur dû au fait que les gens ne pourront pas acheter un terrain, détruire la maison, ou bâtir un 2e étage, ou juste acheter une maison et bâtir un 2e étage. C'est ce que je m'interroge. Parce qu'on s'entend que les gens sont à la recherche des terrains à Vimont, ils recherchent des terrains un peu partout dans Laval, mais ils ne veulent pas bâtir un bungalow parce que ça coûte trop cher du pied carré. Fait qu'ils vont avec un 2e étage. Et là, vous êtes sur le point de l'interdire. Alors, je m'interroge un peu sur, est-ce que la valeur des maisons pourrait descendre? Quelqu'un? Allez-y. On parle bien de la partie nord. Exact. La réglementation d'urbanisme, on ne la calcule pas en regardant la valeur présumée ou la valeur possible ou les pertes de valeur possibles des habitations. Ce qu'on vous propose,
C'est une mesure pour venir préserver le stock bâti existant, puis le faire perdurer comme ça dans le temps. D'autres dispositions à notre réglementation permettent des agrandissements. C'est sûr que ça ne peut pas aller vers le vertical, mais ça peut aller vers l'horizontal. Les coûts ne seront pas les mêmes, mais c'est possible. C'est des grands terrains. Est-ce qu'il y aurait une perte de valeur parce qu'on ne peut pas faire du deuxième étage? C'est assez hypothétique, je ne suis pas en mesure de vous répondre. Moi, j'ai acheté un terrain en 2017 sur la rue Boisvert. Puis, quand j'ai fait l'offre d'achat sur mon terrain, c'était conditionnel à ce que je me rende au 1333 Chomédé pour avoir l'information à savoir si je peux bâtir un deuxième étage. Si je n'avais pas pu bâtir un deuxième, j'aurais retiré mon offre d'achat. Donc, c'est pour ça que je m'interroge un petit peu. Parce qu'il y a des contracteurs qui n'achèteront pas un terrain pour bâtir un bungalow. Ça sera théoriquement pas payant, si on veut, à cause du pied carré. D'où ma question. Oui, peut-être en complément, juste vous dire que il y a aussi des gens qui... il faut plusieurs niveaux de valeur. Le fait que ce soit des maisons avec seulement un étage, donc moins de superficie, donc peut-être un petit peu moins cher, ça peut aussi rencontrer... ça peut faire le bonheur de d'autres gens. Et puis, je vous rappelle aussi que oui, il y a une valeur, mais il y a aussi une valeur patrimoniale. On l'a dit, on ne le fait pas juste pour le plaisir de vous embêter, c'est pas vrai. C'est parce qu'il y a des choses identitaires qu'on ne retrouve pas ailleurs. Et puis, c'est bien beau d'aller un peu partout à l'étranger voir, mais quand on l'a des fois sous le nez, on ne le voit pas. Donc, nous, notre travail, c'est de faire en sorte aussi de préserver ces secteurs qui ont un intérêt pour vous, pour moi, pour tout le monde, pour tous les citoyens. Parce qu'avec le temps, si on détruit au fur et à mesure des choses qu'on a identifiées et qu'on sait qui ont une valeur patrimoniale, dépendamment du coût, eh bien, il ne nous reste plus rien, puis on n'a jamais de trace du passé. Donc, c'est aussi dans cette logique-là qu'on le fait. Donc, je comprends tout à fait votre questionnement, puis l'interrogation que vous avez par rapport à ça, mais il faut mettre en balance plusieurs choses, dont le bien commun et le fait de conserver des secteurs qui sont identitaires. Oui. Je pourrais compléter avec un élément aussi, c'est qu'il y a des gens aussi qui vont, en préservant des milieux comme ça va être des milieux qui vont être recherchés, puis juste par le fait qu'ils sont recherchés, ils vont prendre de la valeur. Comme si on pense à la rue Jean-Joubert à Duvernay, c'est tout des maisons d'un étage. Bien, il y a des gens qui regardent les petites annonces, puis les maisons à vendre là, pendant des années. Là. Moi, j'en connais qui ont entendu pendant 5 ans parce qu'ils voulaient aller rester là parce qu'il y avait un caractère particulier. Fait que les enchères montent là, dans ce temps-là aussi. Fait qu'il y a une certaine... tu sais, ça... Oui, c'est pas des... Personne ne peut construire à cet endroit-là aussi. Hein, c'est restreint à un étage. C'est pas du sol en plus. Oui. Puis, ça devient un endroit prisé qui prend de la valeur par son unicité. Fait qu'il y a ça aussi, là. Fait qu'il faut pas oublier qu'en préservant un caractère, ça donne une valeur à un secteur aussi. Parfait. Merci beaucoup. Merci à vous. On va prendre une question en ligne de celle de Mme Angélique Paquin, s'il vous plaît. Bonjour. Allô. Bonjour. Alors, mon nom, c'est Angélica Paquin. J'habite à le 1717 rue Boisvert. Alors, ça, c'est le coin sud, j'imagine, Bernina et Boisvert. Alors, ma question, un peu fâchée à l'avance pour que je dise, mais vous savez bien, je pense qu'il va y avoir un sixplex qui est construit sur le 1713. Je pense que c'est le terrain à côté. Nous autres, on est déménagés ici le 2020. Alors, c'était une maison qui était démolie, j'imagine, parce que c'était pas une maison qui était habitable. Alors, ils l'ont démolie et pour 2 ou 3 ans, le terrain était vide. Des fois, il y avait une pancarte pour que ça soit vendu et des fois non, pour à vendre. Et maintenant, récemment, ils ont commencé les projets de construire un sixplex. Alors, qu'est-ce que je comprends de la loi avant? C'est que ça permettait des logements de 4 ou plus et l'auteur maximale, ça pouvait être à 2 à 3 étages. Et qu'est-ce que vous voulez faire maintenant? C'est mettre une réglementation qui va limiter ces constructions-là, qui vont
garder l'effet patrimonial et garder ça à des maisons unifamiliales qui sont pas plus que 2 étages parce que, évidemment, nous autres, et tous les voisins aussi, sont toutes des maisons unifamiliales ici au coin. Alors, pour avoir toute une rue qui est toute unifamiliale et un siplex qui était en train de construction, il vient juste de mettre le bâtiment, le premier plan en bas. La construction, ça nous fâche tout le monde. La madame qui est là aussi, elle va avoir le stationnement qui va lui détruire son jardin. Alors, ma question maintenant, c'est est-ce que ce plan-là peut être gelé, comme vous avez dit qu'il y a peut-être des plans qui peuvent être gelés, ou qu'on va maintenant avec ce plan qui était approuvé pour 6 logements avec votre nouvelle réglementation pour garder l'effet patrimonial, si évidemment tous les voisins qui viennent cogner chez nous disent que ça va détruire l'effet de le quartier et la rue. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire maintenant ce jour-là? Est-ce que ça peut être changer le bâtiment? Est-ce qu'il y a une manière que déjà que c'est commencé à être construit? Est-ce qu'il y a une manière d'éviter la construction à ce point-ci? Ça, c'est ma question. Merci. Merci. Est-ce que quelqu'un peut prendre la question? Je vais y aller. Allez-y. Actuellement, le permis qu'on a octroyé là, pour le Plex, ça a été octroyé avant le FIDGEL du 13 mars 2024. Donc, il est dans ses droits là, de construire le permis du Ciplex. Donc, c'est les demandes qui sont déposées après le 13 mars 2024 qui vont, dans le cas où le projet est adopté tel quel, dans lequel on appliquerait la nouvelle réglementation. Mais toutes les anciennes demandes ont pu... Excusez-moi. Quelqu'un, allez-y. Okay. On a pu appliquer l'ancienne réglementation. Là. Donc, dans le cas précis, là, la construction est déjà commencée, donc ils ont déjà en main leur permis. Donc, on ne peut pas faire arrêter les travaux là, actuels. Mais ça ne détruit pas comme tout ce que vous faisiez comme réglementation, parce que maintenant, c'est comme la seule maison sur toute Boisvert qui va être différente. Alors, moi, je ne comprends pas pourquoi les citoyens n'ont pas eu l'avis avant, qui ont eu leur permis pour qu'on a notre voix entendue, que maintenant la loi devient l'effet patrimonial maintenant devient un problème, mais que c'était pas considéré avant qu'on a vu beaucoup de terrains et de maisons qui étaient démolies sur la rue. Ça, c'est ma question. Parce que maintenant, c'est comme pour nous autres, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Parce qu'on va avoir un cisplex, ça va comme détruire l'effet patrimonial, mais maintenant que la loi s'en vient, c'est comme... c'est applicable à quoi? Il n'y a pas vraiment d'autres terrains qui sont vides. Il y en a seulement un autre à côté de Genève. Alors, c'est juste, c'est un peu fâchant. Oui, tout à fait. Bien, je pense qu'on comprend effectivement bien là, votre sentiment et votre niveau de préoccupation. Je vous dirais qu'on les partage même. Donc, on est pris avec un cadre légal, hein, évidemment. Donc, lorsqu'un citoyen, lorsqu'une entreprise dépose un permis, il vient cristalliser des droits. Donc, vraiment en fonction de la réglementation qui est applicable à l'époque. Donc, nous, évidemment, là, notre intention, là, c'est d'éviter qu'il y ait d'autres gestes comme ça dans le futur. Là. Donc, c'est donc de venir modifier le plus rapidement possible cette réglementation-là. C'est d'ailleurs pourquoi on a fait une suspension de permis aussi. Donc, c'est pas automatique là, ici à la Ville de Laval, là, donc c'est un acte supplémentaire qui a été posé. Donc vraiment, l'objectif, là, c'est de mieux protéger ce secteur-là. Malheureusement, effectivement, il y aura des gestes comme celui-là qui seront venus qui seront venus détériorer le caractère d'ensemble, mais notre intention, c'est vraiment de le protéger le mieux possible à l'avenir. Merci beaucoup. Merci, Mme Paquin. On va continuer avec une question en salle, s'il vous plaît. Bonsoir. Votre nom et adresse, s'il vous plaît. Patrick Lanucci, 90 d'Anvers. Je suis au coin d'Anvers et Boisvert. De un, j'aimerais juste passer peut-être un commentaire initial. C'est merci de prendre le temps de passer de l'avant ou essayer de passer de l'avant une loi, je pense, qui nous favorise en termes du quartier, en termes d'essayer de faire quelque chose ou garder l'unifamilial. Moi, quand j'ai déménagé avec ma petite famille, c'était l'objectif. C'est que j'aimais le quartier, je l'aime encore beaucoup parce qu'il est unifamilial. Je pense que ce qui tuerait le quartier le plus, c'est d'avoir des multiplex, en particulier au long de la rue Boisvert. J'ai aussi, par contre, peut-être question, crainte en même temps, un peu qui partage les pensées de Jonathan. Un, ce serait juste en face de chez nous, d'ailleurs, il y a un terrain vacant où la maison a été démolie. Et on sait les terrains, évidemment, sont coûteux. Avec la nouvelle réglementation qui ne permet pas au nord de construire plus qu'un étage. Je me demande juste
si ce terrain-là va rester vacant pendant encore très, très longtemps parce que la rentabilité du terrain ou la logique de bâtir quelque chose à un étage à ces coûts-là de terrain devient difficile. Donc ça, c'est une crainte. Puis l'autre, c'est si on gardait un étage, je ne sais pas si en termes d'implantation totale sur le terrain, il y a eu des idées de pouvoir maximiser cette implantation-là pour des familles qui ont plusieurs enfants, qui ont besoin de 3, 4 chambres à coucher. Rentrer ça sur un étage devient plus difficile, puis on voit de plus en plus des jeunes familles migrer vers Vimont, dont la mienne, parce que le quartier est super bien localisé, très familial. Donc, c'est peut-être de penser à cet aspect-là aussi. Et peut-être dernier commentaire ou question, c'est est-ce qu'il y aurait peut-être moyen de garder l'aspect patrimonial du quartier tout en laissant la porte ouverte à possiblement un deuxième étage ou des extensions ou autres pour accommoder des familles avec plus d'enfants, des jeunes familles qui ont besoin de plus d'implantation sur le terrain en termes de la grosseur de la maison comme telle. Merci. Est-ce que vous voulez commenter, répondre? Nous, on est ici pour vous entendre. C'est à ça que sert la consultation publique. C'est prévu par la loi. Donc, vos commentaires, ceux de tous les autres, on les prend, on les comptabilise. On va tenter de recueillir chez chacun l'essence de leur message ce soir. On les inclut dans un rapport. On soumet ce rapport-là aux élus. En fin de compte, c'est vous et les élus qui prenez une décision. Nous, on fait des recommandations. La recommandation, on l'appuyait sur des études qui nous ont été soumises. On pense que c'est une bonne chose de limiter à un étage. On pense également que le règlement CDU a actuellement des droits acquis assez importants pour donner plein de flexibilité aux habitations qui ont 2 étages en ce moment. Et également, là, il y a d'autres outils qui sont au CDU, mais dans ça, il y avait derrière ça une très forte volonté de préservation patrimoniale et les maisons qu'on a vues dans la partie nord, si elles n'ont plus un étage, elles perdent beaucoup de leur essence et de leur caractère. En fait, ce ne seront plus les ranch house à ce moment-là. OK. Excusez-moi, juste un suivi là-dessus. Quand vous dites dans le CDU ou... Excusez-moi les acronymes. Oui, excusez-moi. Le Code de l'urbanisme actuel, il y a, donc le CDU, le Code de l'urbanisme, prévoit différentes dispositions pour gérer les cas de 2 étages actuels sur le territoire. OK. Merci beaucoup. Je voudrais juste préciser que, en fait, le règlement actuel là, permet quand même des extensions à l'arrière. Là. Étant donné que c'est des très grands terrains, là, il y a quand même possibilité, là, les maisons d'un étage existantes, de faire des extensions vers l'arrière. Là. La marge maximale arrière, c'est de 6 mètres, donc on peut quand même faire des extensions arrière sans ajouter d'étage. Donc, on ne vient pas cristalliser là, l'emprise au sol du bâtiment. Là. Il est quand même possible de faire des extensions arrière. Merci. Merci de la précision. Donc, il n'y a pas d'autres questions en ligne. On va continuer avec monsieur. Votre nom et adresse, s'il vous plaît. Bonsoir. Arcaro Carmen, 1712 Boisvert, double terrain. Justement, je suis en face de où ce que la madame a parlé tantôt pour le Sisplex qui se construit en face de chez nous. J'ai plusieurs de questions, surtout à l'urbanisme. Je ne sais pas qui est responsable là-bas de l'urbanisme. Nous avons, depuis 2021, quand la maison a été vendue en face, que le vendeur a mis un pancarte avec une proclamation sur le computer que ça se peut qu'il y ait un changement de bylaw pour construire un sisplex. Ça, c'est en 2021. J'ai été voir l'urbanisme avec cette lettre-là, puis il m'a dit carrément, « Monsieur, ça ne changera jamais pour faire des sisplex. » 1 an et demi plus tard, on voit un sisplex qui se construit avec un permis et j'ai été voir l'urbanisme encore, ce que je les ai appelés sur le téléphone, puis ils m'ont dit que la loi a été changée en octobre 2023.
Et ça a été partout des journaux. Je ne suis pas stupide, je lis les journaux, je m'inquiète de mon quartier, puis j'ai jamais vu aucune annonce que cette zone-là a été changée. Là, j'ai beaucoup de questions, moi. Vous avez donné cette permission à ce monsieur-là de construire un sixplex, après que vous m'avez dit que ça ne change jamais. Ça, c'est numéro 1. Numéro 2, j'ai 2 terrains, moi, en face. Est-ce que j'ai le droit, maintenant, de construire 2 sixplex sur mes terrains? Ça, c'est vos questions. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me répondre? Est-ce que vous avez d'autres questions ou vous dites avoir beaucoup de questions? C'est vos 2 questions. Parfait. Je vais être un homme heureux. Je vais amorcer une réponse. Vous verrez si les collègues veulent compléter. Là, surtout urbanisme. Excuse, je veux entendre urbanisme. Vous avez tout le service de l'urbanisme. Juste pour vous préciser, on est tous du service de l'urbanisme. Du service. Pas personne que j'ai parlé sur Chamédé à cause de ça. Ce sont tous des conseillers professionnels du service de l'urbanisme. D'abord, écoutez, c'est malheureux là, si la mauvaise information vous a été remise. Il faut comprendre que l'exercice de modification réglementaire auquel vous faites référence, là, donc le changement de zonage, ça n'a pas été un changement ponctuel qui est arrivé là, seulement sur votre rue. C'est qu'on a complètement remplacé l'ensemble de la réglementation d'urbanisme du territoire, là, donc qui était notre règlement L2000, par un nouveau règlement qui s'appelle le Code de l'urbanisme. Donc, est-ce que les personnes qui vous ont répondu à l'époque en fonction de la réglementation qui était en vigueur, le L2000, qui ne l'autorisait pas? Bon, je ne peux pas savoir, mais ce serait mon hypothèse. Effectivement, dans les années que vous avez ciblées, là, on est arrivé avec une nouvelle réglementation à la grandeur du territoire. Donc, évidemment, ça a été présenté à la population, mais pas maison par maison, là, ça aurait été impossible. Donc, lorsqu'on a fait cet exercice-là, qui était à très, très grande échelle, il y avait différents enjeux, différentes philosophies qui ont été mises en place. Une de celles-là, c'était de mener à une certaine densification du territoire. Hein. On a des objectifs régionaux, là, la CMM, tout ça nous demande de respecter certains seuils de densité. C'est transposé dans nos outils de planification, schéma d'aménagement. Je ne veux pas surcomplexifier, mais essentiellement, on a la responsabilité de densifier le territoire. Donc là, la réflexion, c'est où? On ne peut pas densifier partout, ça n'aurait pas de sens. Donc, aux abords des grands boulevards, comme des Laurentides, à certains endroits, on est venu faire une densification qui est limitée. Donc, pas des tours, mais d'introduire du duplex, triplex. Par la suite, je passerai la parole à mes collègues qui pourront mieux l'expliquer, mais la Ville continue à faire des études, continue à raffiner sa compréhension du territoire. On a eu des inventaires qui ont été produits au niveau patrimonial, puis on s'est rendu compte qu'il y avait quand même un caractère assez fort dans ce secteur-là, puis que c'était pertinent de venir revoir nos outils. Je repasserai là, la réponse, la parole par la suite à mes collègues. Je passerai peut-être juste à votre deuxième question avant que mes collègues vous l'expliquent mieux. Là. Je veux te demander pourquoi ça a été changé. Ouais. On n'avait pas le droit de faire des sixplex avant octobre de 2023. Là, ce monsieur, il a eu tous ses permis. Puis là, vous me dites que maintenant, au mois de mars, on n'a plus le droit de faire des sixplex. Ouais. Il y a quelque chose qui ne marche pas entre les deux, là. Oui, c'est ce que j'essaie d'expliquer. Je vais essayer de le dire différemment. Juste pour répondre à votre autre question, qui était, est-ce que vraiment, maintenant, les autres terrains, ils ne peuvent plus construire des sixplex? Effectivement, là, si le règlement entre en vigueur, ça sera ça l'effet. D'ailleurs, tout permis là, qui serait déposé là, à partir de maintenant, on ne pourrait pas l'émettre là, pour un sixplex parce qu'on a un effet de gel. Si le règlement entre en vigueur, ça va devenir là, permanent en quelque sorte, là, cette solution-là. Pourquoi ça a changé? Comme je vous ai dit, quand on a fait notre exercice à grande échelle, on a appliqué des recettes à certains endroits en fonction de la proximité, par exemple, des grands boulevards. On s'est dit, OK, bon, ça, c'est un endroit qui pourrait avoir une certaine densification légère, donc duplex, maximum, du petit multifamilial. Mais évidemment, c'est quelque chose qu'on continue à raffiner. Donc, on a des études qui rentrent, on a plus d'informations, on a des inventaires, on a des études typomorphologiques qu'on a parlé tout à l'heure. Puis là, on se rend compte, OK, ici, la rue Boisvert, ça a vraiment un caractère particulier. Puis c'est peut-être là que je peux passer la parole aux collègues là, qui pourraient peut-être mieux l'expliquer. Là. Je ne sais pas si Samuel ou Mathilde. Oui, cet inventaire-là est arrivé en juin 2023. Donc, un inventaire patrimonial qui nous arrive en juin 2023. C'est des données qu'on n'avait pas quand on a adopté le nouveau règlement d'urbanisme, le CDU. Donc, ça s'ajoute, puis on est continuellement en modification. On continue de le modifier actuellement.
Et ça, c'était un élément important. Ça a attiré notre attention, ça a déclenché toute l'équipe que vous voyez là et on s'est mis à investiguer. On a marché le secteur. Mathilde, ma collègue, est allée faire des visites. On s'est dit qu'il fallait modifier le zonage. Mais avant cela, on n'avait pas ces données. Bien, vous avez augmenté mes taxes de 40 000, ma valuation de la maison de 40 000 maintenant, puis c'est quasiment impossible de vendre ma maison maintenant au prix valeur parce qu'il y a un sixplex en avant. Beaucoup de monde là, qui viennent dans notre urbaine, là, dans notre section, ne veut pas des sixplex alentour. Alors, qu'est-ce que vous avez fait? Vous montez l'évaluation et vous baissez l'évaluation parce que je ne peux plus construire rien le temps, juste des maisons à 2 étages. Alors, c'est quoi la joke, là? Entre 4 et 6 mois, là, vous avez magané toute la section où ce qu'on reste. Excusez-moi. Je ne comprends pas pourquoi vous dites « Non, ça ne change jamais », puis là, 6 mois après, il y a un sixplex qui est en construction. Je peux peut-être essayer de préciser ce que mes collègues ont essayé de dire, c'est que la connaissance du territoire évolue et on a eu, comme l'a dit mon collègue Mathieu Roy, un changement important au niveau de la réglementation qui s'est fait à grandeur. On est en période de réajustement parce qu'on s'aperçoit qu'il y a des petits secteurs où il y a des endroits qui, finalement, ne sont pas appropriés par rapport à la règlement qui est en vigueur. Parallèlement, on a aussi fait des études complémentaires pour tout ce qui est des bâtiments patrimoniaux ou des ensembles bâtis de la modernité. J'en ai parlé lors de la présentation. À la suite de ces inventaires-là, qui ont été faits aussi en 2021, certains en 2023 en complémentaire, on ne peut pas tout faire d'un coup. Donc, on y va par étapes et la connaissance se raffine. C'est à la suite d'une partie de ces inventaires-là et en croisant les données avec ce qu'on avait actuellement au niveau de la réglementation qu'on s'est aperçu qu'il y avait une incohérence. Donc, on vient maintenant vous dire, ben, l'incohérence, on voudrait en fait faire en sorte de l'éliminer. Alors oui, vous tombez entre 2 périodes, mais... Ma question est comment il a fait pour avoir le permis, ce monsieur-là? Parce qu'il est tombé entre les deux... Non, parce que... Excusez-moi. J'ai d'autres questions qui sont en ligne. Il y a des gens qui attendent. Donc, on a essayé de répondre à votre question, mais vous pourrez, par la suite, on pourra peut-être prendre du temps pour vous expliquer. On a essayé de vous répondre à vos questions, monsieur, du mieux qu'on a pu. Merci. Désolée si ça vous a pas été suffisant. On va continuer avec une question de Madame Manon Laliberté qui est en ligne, s'il vous plaît. Madame Laliberté, vous nous entendez? Vous pouvez maintenant ouvrir votre micro, votre caméra si vous le souhaitez. Je pense qu'on va... Elle est peut-être partie, quelques minutes. On va prendre une question en présentiel, s'il vous plaît. Monsieur, votre nom et adresse, s'il vous plaît. Bonjour. Côté nord, de qu'est-ce qu'on parle, il n'y aura pas un 2e étage bâti là. Même s'il y a des plans qui ont été déposés à la ville. Je vais répondre à votre question. Donc, puis ça permettra aussi de répondre à un monsieur qui vous précédait. Tout ce qui est déposé avant le 13 mars dernier, tout ce qui a été déposé à la ville avant le 13 mars dernier, qui est complet, qui est conforme, qu'on a des plans, qu'on a un formulaire, qu'on a, on a même un paiement, c'est en dehors de l'effet de gel. Donc, ça peut cheminer selon la réglementation actuelle. Tout ce qui est après le 13 mars, là, malheureusement, l'effet de gel s'applique et on doit suspendre toute demande de permis en attendant la décision qui sera prise au bout de ce projet de règlement-là.
Là, en parlant du terrain, comme le monsieur disait tantôt, qui reste au coin, moi, je reste pas loin de ce terrain-là. Le même contracteur, il a acheté une maison qui est habitable présentement, il va la mettre à terre pour bâtir 2 triplex jumelés. Vous trouvez ça normal? Mettre une maison à terre qui est habitable. Ça, ici, la maison dont vous parlez, que je crois, dont vous parlez, c'est une maison qui est visée par un règlement de démolition. C'est une maison qui serait voisine du terrain vacant, donc selon mes souvenirs, c'est le 1845 rue Boisvert. Oui. Cette maison est visée par un règlement de démolition comme les 25 autres maisons de la partie nord. Donc, il y a 26 maisons dans la partie nord qui sont visées par le règlement de démolition. Le règlement de démolition prévoit que toute demande de démolition doit passer par un comité. Et là, je vais laisser ma parole aux gens ici à côté de moi, mes collègues qui sont plus à l'aise pour répondre à cette question. Donc, si jamais il y a une demande de démolition qui est déposée là, pour un des bâtiments, un des 26 bâtiments qui est dans l'inventaire, là, le processus du comité de démolition, il y a une audition publique dans ce processus-là. Et il y a un avis public dans le journal, il y a 60 lettres qui sont envoyées aux propriétaires voisins. Donc, dans le cas où le propriétaire en question là, voudrait démolir le bâtiment, vous allez être averti, pouvoir venir donner votre opinion à l'audition publique. Puis le but du comité de démolition, là, c'est de préserver les bâtiments patrimoniaux. Donc, dans ce cas-ci, si le bâtiment est en bon état, le comité de démolition, il veut la préservation des bâtiments patrimoniaux. Donc, il y a une protection, là, le bâtiment en question. Puis, dans le cas où le propriétaire veut vraiment démolir, vous aurez le droit de vous prononcer au moyen de l'audition publique de la démolition du bâtiment. OK, mais là, on parle d'un plan qui ont été déjà déposés à la ville, sur le terrain vacant, puis cette maison-là, pour mettre 2 triplex jumelés avec un stationnement de la rue Envers. Ça veut dire que peut-être ils ont déjà déposé des plans. Là, à la manière que vous me parlez, avant le 13 mars, si vous donnez un permis pour faire un triplex là, il peut faire un triplex sur l'autre, il va démolir l'autre, parce que c'est tout sur le même plan. Bon. Dans un cas, le terrain vacant, si c'est des informations qu'on ne peut vérifier et qu'on ne peut divulguer parce que c'est des informations qui sont privées. Si une demande a été déposée et que la demande est complète, conforme, comme je disais, et qu'elle a été déposée avant le 13 mars et qu'on a un formulaire et tous les plans, cette demande-là peut bénéficier du régime actuel. Donc, la demande chemine. Okay. Pour ce qui est d'une demande qui viserait l'autre bâtiment, au nord, plus au nord, le 1845. Ce bâtiment-là est visé par un règlement de démolition. Donc, il faut passer à travers l'étude et l'analyse et les recommandations d'un comité de démolition avant de pouvoir démolir. Et ça ne donne pas nécessairement les mêmes droits qu'une demande de permis sur un terrain vacant qui aurait été déposé avant le 13 mars. Comprenez-vous? Est-ce que je suis assez clair? Oui. Ah, c'est pas les mêmes droits qui s'appliquent sur un et sur l'autre. Je comprends, mais je sais que le contracteur, le plan qu'il a déposé, il a besoin de ce terrain-là pour pouvoir bâtir ces 2 triplex-là. Là. Okay. Mais il n'échappera pas au comité de démolition. S'il y a des demandes de déposer pour ces plex, la démolition du bâtiment, elle, doit suivre son cours. Là. Donc, doit passer par le comité de démolition. C'est beau. Merci. Merci à vous. On va continuer avec une question en ligne de Mme Manon Laliberté, s'il vous plaît. Oui, bonjour. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, on vous entend bien. Bonsoir. Parfait. Bien, premièrement, je voudrais juste dire que j'ai beaucoup de compassion pour mes voisins qui sont autour du Ciplex. Je sais que c'est pas évident. J'ai moi-même, à 2 maisons de chez nous, il y a environ quelques années, c'était mon cousin qui a bâti un 2e étage. Et ici, je vais être gentille, quand vous dites on s'assure de l'intégration, ça ressemble, mettons que la maison détonne et ma maison, quand je la regarde de l'autre bord de la rue et je regarde les maisons autour, j'ai comme l'impression que ma maison, elle a rapetissé. Fait que, est-ce qu'il y a une façon de s'assurer que quand vous parlez de s'assurer de l'intégration, de s'en assurer correctement, que les maisons ne détonnent pas entre elles, mais ont une certaine architecture qui s'agence? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me répondre à ça? Oui, tout d'abord, jusqu'à présent, il n'y avait pas de
de PIA, donc de plans d'intégration qui permettent de la réglementation discrétionnaire qui permettent justement d'assurer une meilleure intégration des nouvelles constructions, ce que l'on propose de mettre en place en fait ce soir. Donc, la nouvelle réglementation se base sur des objectifs et des critères. C'est ça qui permet d'évaluer un projet. Je peux compléter aussi que le PIA, Ensemble bâti d'intérêt, vise de respecter les caractéristiques spécifiques du secteur. Donc, si jamais dans le secteur sud, un deuxième étage serait proposé, il va être analysé dans le but qui conserve les caractéristiques spécifiques du bâtiment existant, puis de bien intégrer le deuxième étage dans l'architecture des voisins, puis de la partie existante de la maison. OK. J'ai une autre question. Merci beaucoup. Ça répond à ma question. J'ai une autre question. Tantôt, vous avez parlé d'un nombre de signatures, un certain nombre de signatures. Combien de signatures seront nécessaires pour faire passer la nouvelle réglementation? Quand on dit un nombre, est-ce que c'est... En fait, peut-être pour préciser, on n'a pas besoin de signature pour faire passer la nouvelle réglementation. C'est des gens qui voudraient s'objecter, donc demander un référendum là, qui aurait besoin de se manifester. Et c'est un petit peu complexe, là. Je vais essayer quand même de vous présenter ça de façon simplifiée, mais ça se passe en 3 étapes. La première étape, c'est, bon, là, on a adopté récemment un projet de règlement. Le projet de règlement, il sert là, à le présenter en consultation publique. Si le comité exécutif, si le conseil municipal décide d'aller de l'avant puis d'adopter un second projet, c'est à ce moment-là que les citoyens vont pouvoir se manifester là, puis faire une demande d'approbation référendaire. Puis essentiellement, à cette étape-ci, ça prend 12 personnes dans une zone. Donc, si 12 personnes d'une zone qui est soit la zone qui est visée là, par la modification réglementaire ou les zones qui sont contiguës en font la demande, bien, une fois qu'on va adopter le règlement final, donc une 3e adoption, la Ville va devoir tenir un registre. Et là, je ne peux pas vous dire le nombre de personnes qu'il faudrait signer le registre. Ça va dépendre là, du nombre de personnes dans les zones. Donc, c'est une formule un peu complexe. Mais il y aurait là, quand même probablement un nombre assez significatif de personnes qui devraient signer pour exiger la tenue d'un référendum. Mais si on veut que ça passe, on n'a pas besoin de signer quoi que ce soit. C'est vraiment là, la discrétion là, du comité exécutif, du conseil municipal là, d'adopter la nouvelle réglementation. Excellent. Merci. Ça répond à ma question. Et en passant, j'ai oublié de vous dire que je suis au 1734 Boisvert et j'y suis née. Ah, merci. Merci. Parfait. Bonne soirée. On va continuer avec une question ici, s'il vous plaît, en présentiel. Votre nom et adresse, s'il vous plaît. Bonjour. Mon nom, c'est Harry Van Leeuwenkamp, à 1765 rue Boisvert. Alors, si je comprends bien, vous voulez garder l'aspect, la caractéristique patrimoniale de le secteur, mais moi, je suis dans le secteur sud, vous allez quand même permettre un 2e étage. Dans mon point de vue, ça va détruire l'aspect patrimonial du secteur, un 2e étage. Moi, j'ai une toit plat. Si j'enlève ma maison puis je fais une maison à 2 étages qui est permis, selon ce que je comprends, mais ça serait complètement différent. La maison, ça c'est plus la même caractéristique patrimoniale. Et puis j'ai plusieurs maisons à côté de chez moi. C'est des personnes dans les prochaines années qui vont probablement vendre leur maison aussi. S'ils vendent à quelqu'un qui veut mettre un 2e étage, ça ne serait plus du tout la même caractéristique. Si je peux répondre, la partie sud qu'on avait identifiée donc à partir de la rue... De Genève. De Genève à aller jusqu'à la Bernina. Ouais. On a déjà des 2e étages qui sont implantés dans cette rue-là. C'est beaucoup plus hétéroclite au niveau de la forme architecturale. On a des variations de hauteur. Donc, dans ce cas-là, on autoriserait du 2e étage puisqu'il est déjà bien présent et puis il se marie quand même assez bien avec ce qu'il y a autour. Oui, mais c'est la même caractéristique qu'au Parti Nord. Il y a des 2 étages. On a certains modèles qui reviennent, mais beaucoup moins de façon beaucoup moins présente que la partie nord qui, elle, est beaucoup plus uniforme, en fait. Sur notre rue, sur cette section de rue, je pense qu'il y en a 2 maisons avec une section de 2 étages. Oui, dans le partie nord,
il y a 2 maisons avec une partie de 2 étages. Exactement. Alors, c'est exactement la même chose. Non, puisqu'on a 24 maisons qui sont seulement d'un étage, tandis que dans la partie sud, on a des variations. Sur toute la partie sud, on a des variations de hauteur qui sont beaucoup plus, qui vont d'un bloc de maison à un autre. Mais on peut peut-être remettre... Je suis confuse, là. Je peux ajouter quelque chose. Effectivement, on trouve des maisons qui ont 2 étages dans la partie sud. On en trouve quelques-unes. Toutefois, il fallait tirer une ligne quelque part. On a fait un pari, celui de viser une partie, la partie nord, qui présentait le plus de caractéristiques des maisons, je vous dirais, du patrimoine moderne associé à l'architecture californienne. L'architecture qu'on retrouve ailleurs sur le territoire, là, mais assez exceptionnelle. Ça fait penser justement à ce qu'on disait là, aux maisons de Haute-Rive, là, de la rue J.Joubert et compagnie. Donc, on a fait le pari de tirer la ligne à de Genève. Ici, on est ici pour vous écouter. Vous allez nous soumettre vos commentaires comme celui-là en disant, ben, nous, on pense que la partie sud devrait aussi être à un étage pour telle et telle raison. Nous, le pari qu'on a fait, ou la recommandation qu'on soumet, c'est on tire la ligne à de Genève et pour la partie sud, on mise sur une intégration architecturale accompagnée de l'outil d'urbanisme dont on vous a parlé, le PIA, pour amoindrir les effets de hauteur, notamment, sur des constructions de 2e étage ou l'ajout de 2e étage au bungalow actuel. C'est la recommandation qu'on soumet. Mais vos commentaires sont les bienvenus, tout comme notre recommandation est les bienvenue, et la décision finale va appartenir aux élus. Ouais. De mon point de vue, je pense que ça va transformer tout ça en 2 étages, ça va complètement changer le secteur. Merci. Merci à vous. On va continuer avec les premiers tours de parole. Là. Madame Paquin, je vous garde pour un petit peu plus tard. Donc, bonsoir, votre nom et adresse, s'il vous plaît. Moi, c'est David Cartolano, 1846, Boisvert. Alors, j'ai 3 questions. Là qu'on sait qu'ils vont construire un 6-plex sur la rue Boisvert, la ville, il va-tu modifier l'aqueduc? Il va-tu modifier les entrées d'eau d'un demi à 3/4? Si la Ville a donné un permis pour l'ajout d'un 6-plex, c'est que la capacité du service au niveau de la rue Boisvert est suffisante pour alimenter le 6-plex. Moi, je peux vous dire que c'est pas suffisant parce que si ma femme est en train de faire la vaisselle, je peux pas prendre ma douche. La connexion entre la rue Boisvert et le 6-plex, ça, c'est calculé en fonction du nombre d'unités. Là, donc, oui, mais tout le monde dans le quartier, sur la rue Boisvert, va souffrir pour ce 6-plex-là. Parce que déjà, comment qu'on est, on n'a pas assez de pression pour faire qu'est-ce qu'on doit faire avec l'eau. Ouais, c'est sûr que ce que vous soulevez, c'est un enjeu. Là. Bon, normalement, un 6-plex, c'est pas nécessairement un effet si important que ça là, sur les capacités, mais s'il y a des problématiques vraiment là, avec le réseau actuel, nous, on est au service de l'urbanisme, malheureusement, là, donc c'est sûr que les réseaux, c'est pas notre spécialité. Par contre, ce que je peux vous conseiller, c'est certainement d'entrer en contact avec la Ville à travers le Bossol 311, soit la plateforme « Contactez-nous » sur le site de la web, sur le site web de la Ville, là, à travers notre interface réseau. Soulever la problématique là, au service de l'ingénierie qui peut-être pourrait vous donner des informations. Quand on fait l'ingénierie, on va dire, OK? Quand on fait l'ingénierie, on donne les plans, on dit, OK, oui, vous avez l'approbation d'ajouter un 6-plex. L'ingénierie ne dit pas, oh, on doit checker la distribution de l'eau et tout ça. Alors, c'était déjà vérifié, right? Alors, oui. C'est pas le service d'urbanisme qui check ça, qui dit... C'est l'ingénierie. C'est un autre département. C'est moi, comme citoyen, je dois aller à la ville pour demander la question. Peut-être, je pourrais dire quelque chose là, en tant qu'élu. Les citoyens qui ont des problématiques dans leur domicile, là, qui rencontrent qu'il y a des odeurs, des goûts à l'intérieur chez eux, des choses anormales, un problème de pression, doivent le communiquer à la Ville. Là. Donc, c'est sûr que si ça jamais... Là, je ne peux pas présumer de ce qui a été fait ou non de votre côté, mais il faut que la Ville soit mise au courant qu'il y a une problématique. Sinon, s'il n'y a pas de problématique qui est communiquée, bien, ça ne se rend pas à nos services, mais il y a des calculs qui sont faits par nos ingénieurs sur la capacité du réseau. Et puis, comme les professionnels de l'urbanisme disent, eux, ils s'assurent que tous les services ont été
à consulter quand un projet là, est déposé. Si je vous parle de ça, c'est parce que le problème est là et j'ai déjà contacté la ville pour y demander. Et qu'est-ce que j'ai eu comme réponse? C'est que vous avez une entrée d'un demi, il faut refaire la rue, l'aqueduc, pour le remettre toutes les entrées à 3/4, comme ils ont fait sur les autres rues en arrière. OK? Ça, c'est une autre question. Je vais m'arranger avec la ville, je comprends. Là, j'ai une autre question. Moi, je suis du côté nord. Right? Alors, moi, je veux faire bâtir, j'ai un carport, je veux le faire bâtir comme garage. Ça veut dire que je ne pourrais pas parce que l'intégrité de la maison va changer. Non, je vais laisser répondre ma collègue qui pourrait traiter votre demande, mais non, absolument pas. Vous voulez changer, modifier la maison, un carport pour un garage, ça demeure un étage, vous êtes dans la partie nord, c'est conforme, donc il n'y a pas de problème. La seule chose ici, c'est qu'on vous a proposé un outil d'urbanisme qui s'appelle le PIA, donc votre demande de permis serait étudiée avec la demande de PIA et après ça, irait en permis, en délivrance de permis. Okay. Mais préalablement, on le soumettrait à un comité et aux critères et objectifs qu'on vous a montrés pour s'assurer que votre proposition, votre projet de transformation réponde aux objectifs d'intégration. Okay. Parfait. Merci. Dernière question. Moi, je suis en face de la maison 1845. Et à côté, c'est la maison qui était détruite, là, il n'y a plus de maison. Là, si le contracteur il a eu le permis pour mettre un sixplex avant le 10 mars, ça veut dire il a eu l'approbation, il peut le faire. Mais sur l'autre maison qu'il a achetée, il ne pourrait pas parce que ça doit passer par la loi de démolition et tout ça. Alors, si j'ai bien compris, il pourrait, s'il y a l'approbation avant le 10 mars, s'il y a les plans, ils sont approuvés, il peut bâtir un sixplex. Oui, c'est bien ça. C'est ce qu'on a expliqué tout à l'heure, effectivement. La date du 13 mars, là, je spécifierai, là, c'est la date charnière. Mais c'est pas la date du dépôt, c'est pas la date de l'émission de la délivrance du permis, c'est la date du dépôt d'une demande complète et conforme. OK. Fait que s'il y a tout déposé, là, c'est complet, puis... mais là, comme on disait, s'il y a un bâtiment à démolir, de toute façon, même avec ce règlement ou sans le règlement, il passe il doit faire l'objet d'une demande qui va passer devant le comité de démolition avec le processus d'audition publique et tout ça, là. Okay. Puis l'objectif de ce règlement-là, c'est que si la maison est en bon état, normalement, c'est de conserver le bâtiment, là. Parfait. C'est bon, merci beaucoup. Merci. Donc, on va continuer avec Madame Maria Di Meglio qui est en ligne. Et je vous demanderai de poser toutes vos questions ensemble, s'il vous plaît, au début. Comme ça, on peut vous répondre en rafale. Donc, Madame Di Meglio, vous êtes en ligne? Oui. Bonsoir. Bonsoir, je suis au centre de la Bernina. Moi, ma question, c'est, je suis pas dans les zones affectées, mais je suis affectée parce que le nouveau triplex, je vais le voir de chez moi, là. Ma question, est-ce qu'il y a toutes les zones qui sont pas dans la section au nord et pas dans la section au sud? Fait que tout c'est à l'extérieur de ces deux zones qu'on parle aujourd'hui. Toutes ces zones-là, ils peuvent construire des triplex, des duplex unifamiliales à 2 étages. C'est ça que je comprends? Je vais vous répondre, Mme Di Meglio. Depuis le 13 mars dernier, on suspend les demandes de permis. Donc, le zonage en vigueur fait en sorte que, oui, il pouvait, avant le 13 mars, construire ce genre d'habitation. Mais depuis, les demandes sont suspendues jusqu'à temps qu'on ait décidé de ce qu'on fait avec ce projet de règlement-là ce soir et par la suite, selon les étapes qu'on vous a présentées. Donc, si ce projet de règlement chemine, lorsqu'il entrera en vigueur, la suspension de permis tombe, mais le règlement est en vigueur. Donc, ils ne pourront plus désormais construire d'habitations multifamiliales là, de 4 logements et plus. Ça répond à votre question? Vous parlez non, je pense pas. Vous parlez de la zone sur Boisvert, right? C'est ça? Oui, c'est bien ça. Mais tout ce qui est à l'extérieur de Boisvert... Bien, à l'extérieur de Boisvert, ça dépend où on se situe.
Alors, si on C'était tout en bleu sur votre plan que vous avez montré. Oui, bon, effectivement, je pense que ce serait une bonne chose qu'on revienne à la diapositive. Ça dépend où on se trouve dans le territoire. En bleu, prenons cela par exemple, ça nous montrait une certaine partie du territoire. Moi, j'ai l'impression que vous habitez dans ce coin-ci. Alors, tout ce qui est en bleu, non, ils ne pourront pas construire parce que c'est actuellement une zone T3.3 et les habitations multifamiliales 4 logements et plus sont non autorisées. Par contre, à l'est, tout le secteur en blanc ici, là, à l'ouest, la zone T4.1 va demeurer. Et les usages autorisés sont habitations unifamiliales isolées, jumelées, mais également duplex, triplex et multifamiliales. Donc, la limite, là, c'est bien la ligne arrière des terrains sur Boisvert. Voyez-vous? Oui, OK. Alors, c'est là que se situe la limite de la zone actuelle dans le cas au sud de Bernina, parce qu'actuellement, au sud de Bernina, c'était 3.3, mais dans le futur, si le projet de règlement qu'on vous propose ce soir poursuit, bien, cette ligne-là va se poursuivre. Toutes les lignes arrière seront la nouvelle limite de zonage derrière les propriétés de Boisvert, là, entre Bédard et Boisvert. OK, c'est bien. Merci. Plaisir. Merci bien. On va continuer avec monsieur. En présentiel, votre nom et adresse, s'il vous plaît. Maurice Ouimet, au 1825 rue Boisvert. Bonsoir à tous. Bonsoir. Écoutez, moi, je suis un peu perplexe avec vos règlements et tout ça. Puis, écoute, je regarde le terrain vacant au coin de Boisvert et d'Anvers, qui est là, vacant depuis au moins 3 ans, avec un beau trou, qui a eu des années qu'il n'y avait même pas de clôture pour protéger pour les enfants qui ne tombent pas dans ce trou-là. Il est encore avec un trou. Et moi, j'ai été obligé de mon propre chef aller enlever un peu de mauvaise herbe parce qu'on faisait des plaintes à Ville de Laval pour leur dire « Hey, vous n'êtes pas capable d'entretenir ce terrain-là? » Puis là, la maison à côté que vous voulez démolir, c'est une maison qui fait partie du patrimoine. La mienne fait partie du patrimoine. Alors, je ne comprends pas pourquoi il aurait le droit de démolir, même s'il aurait fait la demande avant. Non? On ne vous entend pas bien, désolé. Est-ce qu'il y a un problème avec... Juste le repart. Est-ce que vous m'entendez? Oui, là, ça fonctionne. Il y a peut-être eu une malcompréhension. Là, le bâtiment en question qui serait visé, là, vous dites par une démolition, là, nous, il fait partie de notre inventaire, donc c'est un bâtiment qu'on veut préserver. Oui. Et à la Ville, on a même un outil pour préserver ces bâtiments patrimoniaux-là, c'est le comité de démolition. Donc, si jamais le propriétaire veut démolir le bâtiment, il va devoir monter un dossier, puis le présenter au comité de démolition, puis c'est le comité de démolition qui va accepter ou non la démolition. Donc, ce bâtiment-là, nous, on veut le préserver, le bâtiment actuel. Mais cette personne qui a acheté le terrain vacant à côté, c'est son intention. Autrement, elle ne pourrait pas faire son siplex. Il n'y aurait pas assez de place sur ce terrain-là. Alors, moi, je ne comprends pas. C'est peut-être moi qui est dur de la feuille. Il pourra modifier son projet puis construire un projet conforme à la réglementation. Ça va être libre à lui de décider qu'est-ce qu'il veut faire. Mais actuellement, le bâtiment qui est sur la rue Boisvert, il est sur un inventaire puis on veut qu'il soit préservé. Bon, OK. Si on regarde mon quartier, moi, je suis au quartier nord. Ce terrain-là, là, on a des jeunes qui viennent dans notre secteur. Moi, j'aime beaucoup ça qu'on ait des jeunes. Moi, je commence à être un des plus vieux dans le secteur. Pourquoi on n'aurait pas fait un parc? Ça aurait été tellement simple. Ça aurait gardé notre tranquillité dans notre secteur. On voit déjà qu'il y a des maisons sur d'Anvers qui servent seulement à de la location d'appartements. C'est une maison simple, là. C'est une ancienne maison en part de ça. Je connaissais les gens qui restaient là avant. Où est-ce qu'on s'en va avec tous ces règlements-là? On est en train de laisser aller les choses, je trouve. Oui. Monsieur parlait tout à l'heure de l'entrée d'eau. C'est vrai que sur la rue Boisvert, on est dû pour refaire la rue. Ça fait 3 ans qu'on nous chante qu'on va refaire la rue. Ils ont fait la rue à l'arrière. Ça fait au moins 2 ans que je vois des arpenteurs venir voir, puis tout ça. Oui, oui, monsieur, on va la faire, la rue. Je vois rien de ça encore. Puis on veut faire un projet comme ça, qu'on n'a même pas assez d'eau présentement. Je sais pas. C'est ma question pour ce soir. OK.
OK, merci. Monsieur Ouimet, je vais la prendre, tant que ça touche un peu plus le politique. Oui. Il faut savoir que c'est des terrains qui sont privés. Là, c'est pas des terrains qui appartiennent à la ville. Si la ville, on a des planifications pour faire des parcs, c'est sûr que là, c'est pas un site qui était ciblé pour en faire un parc pour que la ville achète ou exproprie ou verdisse ce terrain-là pour en faire un lieu public. Mais vous êtes au courant que ce terrain-là a été vendu 3 fois minimum? Mais ça à quelque part, ça ne relève pas des affaires les gens peuvent vendre, acheter des terrains dans la ville, avoir des projets de construction, les abandonner, les reprendre. Nous, on s'assure d'avoir une planification pour la ville, une vision pour notre territoire. Donc là, c'est sûr que la zone de la rue Boisvert a été ciblée avec un inventaire patrimonial moderne qui vient changer ce qu'on va faire ce que les gens peuvent faire, parce que c'est pas la ville qui fait les travaux, là, c'est pas la ville qui construit les maisons ou qui démolit les maisons, c'est les citoyens, c'est les propriétaires qui ont des projets. Et puis nous, on se donne des outils pour analyser les projets des propriétaires puis s'assurer que ça réponde à une vision pour notre ville. Et là, ce qu'on vient faire ce soir, ce qu'on vient vous proposer, c'est un projet pour préserver notre patrimoine moderne. Alors, j'espère avoir répondu là, à votre question à propos du sujet spécifique. Il y a des terrains qui peuvent être abandonnés pendant un certain temps. Après, on se met des règles pour que les terrains soient sécurisés. Et puis, évidemment, si les citoyens voient des choses qui sont non conformes ou qui demandent une inspection, eh bien, on vous demande de le rapporter à la ville. Et puis, on a votre conseiller municipal ici, Pierre Brabant, qui écoute là, ce soir, qui va pouvoir venir vous voir après pour discuter de l'ensemble là, des problématiques que vous pouvez rencontrer dans votre secteur. C'est notre objectif comme élu de toujours améliorer là, ce qui se fait à la ville et puis nos services aux citoyens. Merci. Merci bien. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. Madame, vous aviez une dernière question? Oui, revenez, bienvenue. En fait, renommez-vous, s'il vous plaît. Oui, Martine Van Leeuwenkamp, 1765 rue Boisvert. Je veux juste dire que moi, je suis née sur cette rue-là, dans cette maison-là. Et ce que je veux dire, c'est que je suis très contente, très fière que vous proposiez un règlement comme ça. Même si j'aimerais mieux que la section sud soit que d'un étage, c'est quand même on est très privilégié sur la rue Boisvert d'avoir été ciblé par vous, l'urbanisme, pour faire ça. Je vous remercie énormément. Je veux par contre rajouter que moi, quand j'étais petite fille, il y avait sur la partie sud, c'était beaucoup de maisons à toit plat. C'est juste qu'à un moment donné, les gens étaient tannés d'aller pelleter sur leur toit la neige, parce que dans ce temps-là, on avait beaucoup de neige. Puis il n'y avait pas de réglementation et tout ça à l'époque. Puis les gens se sont fait poser des toits comme ça. Mais moi, mes photos d'enfance, c'est toutes des toits plats. Là. Bien, pas toutes, mais beaucoup de toits plats. Donc, je voulais juste rectifier ça, là, que l'architecture variable dont vous parliez, elle n'est pas... elle est scalée maintenant, mais elle n'était pas comme ça parce que ça a tout été construit dans les années 50-60. Alors, voilà, c'est ça que je voulais ajouter. Merci beaucoup. Merci de la précision. Donc, je vais juste m'assurer qu'il n'y a pas d'autres citoyens qui veulent poser des questions. Nous allons passer maintenant à une question de M. Larochelle, conseiller municipal. M. Larochelle, vous êtes là? Oui, je suis là. Bien, merci, Mme Macedo. Oui, c'est ça, Claude Larochelle, conseiller municipal de Fabreville. Merci ce soir à tous pour la présentation. Là, ça a été très intéressant. Moi, j'ai simplement une question de clarification. Présentement, la compréhension est correcte. Le secteur nord, le secteur sud, on peut construire à 2 étages et on peut construire des habitations jusqu'à 4 logements et plus.
unifamiliales, 2 logements, 3 logements, 4 logements et plus. C'est pour ça qu'on a vu arriver les siplex. Je veux juste clarifier. C'est clair pour moi, le secteur nord, maintenant, il deviendra à un seul étage et unifamilial. Le secteur sud, on reste avec le 2 étages, mais est-ce qu'on reste unifamilial ou si on permettra encore des habitations de 2, 3 ou 4 logements ou 6? J'ai lu la documentation, là, puis c'est pas clair pour moi. Bien, bien, alors je précise, M. Larochelle, donc la partie sud sera à 2 étages unifamilial seulement. Donc, unifamilial, OK. Oui, alors pour être clair, là, on agrandit la zone adjacente. Donc, toutes les rues adjacentes à l'est, près du centre communautaire Vumont et autour de la piscine et autour de l'aréna. Donc, ça, c'est de la zone unifamiliale. Bon, il y a isolé ou jumelé, comme on parlait, mais c'est unifamilial, c'est 2 étages et c'est ce qui s'en vient dans la partie sud de la rue Boisvert. OK. Alors, c'est très clair. Et si vous permettez, Mme Macedo, une deuxième question. Oui, je comprends que la partie sud, dans le L2000, l'ancien règlement qui est en vigueur jusqu'en novembre 2022, on ne permettait pas les siplex. Et qu'entre novembre 2022 et le 12 mars 2024, il y a eu une période où on a permis les siplex. Et ce qui est arrivé, bien, ça arrive présentement là, avec la construction là, que les citoyens ont identifié là, dans la partie sud. C'est bien ça? Je vais vous répondre également. On a la même interprétation que vous. Je ne peux pas vous le confirmer parce que je n'ai pas le zonage du L2000 devant moi, mais on présume effectivement qu'il y a une période transitoire ou une période entre les 2 réglementations là, où au L2000, il n'y avait pas cette autorisation. Le CDU est entré en vigueur. Il y a eu cette autorisation-là d'accorder et... C'était résidentiel unifamilial. Bon, c'était résidentiel unifamilial. Alors, on a la confirmation qu'effectivement, là, au L2000, on était en unifamilial. Là, l'entrée en vigueur du CDU a permis jusqu'à 4 logements et plus. Et là, ce qu'on vous propose ce soir, c'est de revenir à ce qui était au L2000 en quelque sorte. Bon, bien, merci. C'est très clair. Merci beaucoup. Merci. Donc, je ne vois pas d'autres questions. Donc, on va procéder à la fermeture de cette période de questions. Ça va terminer aussi notre soirée de consultation. Je remercie tout le monde. Oh, et il en reste une. Ah, Mme Paquin. Allons-y avec Excusez, juste une dernière, juste pour prendre qu'est-ce qu'il disait. Le changement qui était fait de 2022 à précisément le 13 mars, est-ce qu'il n'y aurait pas eu une consultation comme celle-là, comme s'il y a un change de réglementation qui a besoin d'être consulté avec les citoyens? Pourquoi on n'a pas eu la chance d'être consulté avec le changement de réglementation? Ça, c'est ma question. Comme vous disiez que vous n'avez pas les plans avant vous de le novembre 2022 jusqu'à maintenant. Mais pourquoi les citoyens n'ont pas été consultés pour le changement? Ça, c'est ma question. Oui, bonsoir. Donc, effectivement, c'est une très bonne question. Il y a eu effectivement beaucoup de consultations, mais le problème, en fait, c'était que ce n'était pas une modification comme ce soir qui ne ciblait que votre secteur. C'était vraiment l'ensemble du règlement de la Ville de Laval qui a été changé. Et des changements se sont opérés là, partout sur le territoire. Donc, évidemment, on ne pouvait pas présenter maison par maison ce qui se passait. On a fait plusieurs soirées d'information. Oh, pardon. Donc, on a fait beaucoup de consultations, mais évidemment, ça ne mettait pas en lumière, comme ce soir, le changement là, directement dans votre partie du territoire. Donc, c'était plus difficile, on en convient, pour les citoyens là, d'être informés là, de tous les changements. Malheureusement, c'est le propre des exercices comme ça là, qu'on voit un peu partout dans toutes les villes. Lorsqu'ils doivent refaire l'ensemble de leur réglementation, on essaye vraiment de consulter la population au mieux, donc avec des exercices les plus développés, les plus poussés possibles. Mais évidemment, ça ne sera jamais comme une soirée comme ce soir où ce qu'on modifie là, de façon très précise un tronçon très limité là, du territoire.
Non, ça doit pas être précis, mais comme si tu me dis que ça comme affecte plus un grand montant de maisons, ça serait pas plus important d'avoir une consultation comme celle de ce soir qui affecte seulement une rue, que si tu dis que la loi, ça affectait plus un grand nombre de le quartier, ça serait pas plus un changement qui devrait avoir la consultation, plus qu'un petit changement de une rue, mais aussi, je voulais juste dire une autre chose, que quand vous avez dit que vous avez besoin de la consultation de démolir une maison, on n'a jamais eu une consultation pour démolir la maison qui était à côté de chez nous. Personne dans le quartier a eu un permis, comment que Caroline a dit, un avis de démolition. Et comme on a dit, c'était vide pour 3 ans. Et supposément maintenant qu'il y avait un petit trou de 5 mois, que le gars est venu et a acheté la maison pour construire un sixplex, c'est pas juste. Parce que nous autres, on n'était jamais avis de la démolition et on n'était jamais avis de ce changement de loi. Alors, c'est comme maintenant, nous autres, tous les voisins, on paye pour ces loopholes dans les règlements. C'est pas juste. It's really not fair. But, okay. Ouais, ben, peut-être pour clarifier, il y a 2 volets à votre question là, concernant le 2022. Donc oui, il y a eu de la consultation. Là, il y a eu énormément de consultations. Ce que j'essaie d'expliquer, c'est que ce n'est pas simplement là, une rue que le zonage a changé, c'est tout le territoire. L'ensemble des terrains se sont retrouvés avec un nouveau zonage. Donc, il a fallu trouver des façons d'expliquer tous les changements. Mais potentiellement, c'est toutes les maisons là, du territoire là, qui étaient concernées. Donc, c'est sûr que la forme de la consultation, elle était un petit peu différente. Par rapport aux démolitions qui ont pu survenir dans le passé, la réglementation qui vient contrôler les démolitions là, que mes collègues ont parlé là, dans le secteur, elle a été introduite en 2023, je crois. Non, OK, peut-être passé. C'est que le bâtiment que vous mentionnez là, ne fait pas partie de l'inventaire. Celui qui a été démoli, là, puis que le terrain a été vacant là, pendant plusieurs années. Là, donc, même si, c'est ça, là, il ne fait vraiment pas partie de cet inventaire-là. Donc, c'est pas tous les bâtiments de la ville qui sont assujettis au règlement de démolition. C'est seulement ceux qui font partie d'un inventaire. Ils sont visibles sur la carte de la ville, là, mais c'est plus dans la partie nord là, dont on parlait. Là, pardon? A nice sixplex here. Puis c'est ça, le patrimoine moderne qui est arrivé en 2023. Donc, mais à travers toute la ville, comme de raison, c'est pas toutes les demandes de démolition qui sont assujetties au règlement. Mais pourquoi il y a des parties Excusez-moi, Madame Paquin, il y a quelqu'un qui a son micro d'ouvert, s'il vous plaît. Pouvez-vous le fermer, sauf Madame Paquin? Merci beaucoup. Oui, continuez. Non, je veux juste dire, parce que maintenant, je comprends. Oh oui, allez-y. Non, allez-y. Ben, avez-vous non, c'est juste précision? Oui. Non, juste parce que je comprends pas pourquoi tu dis que seulement le nord est avis de les démolitions, mais pas le sud, mais que tu dis qu'il y a un inventaire. Mais je comprends pas si vous avez fait l'étude et vous avez dit que vous avez marché sur les rues de Boisvert et ont analysé. Avez-vous vraiment analysé qu'un sixplex sur le sud ajoute à le patrimoine de la rue? Ça, c'est qu'est-ce que je comprends pas. Pourquoi des parties de la réglementation s'ajoute sur le nord, mais pas au sud. Mais c'est pour ça, parce que c'est confusant. Peut-être qu'on pourrait revenir à la carte. On a une carte qui montre vraiment tous les bâtiments qui ont fait l'objet d'un inventaire. Peut-être que vous ne les avez pas bien vus, là, c'est les bâtiments qui sont en mauve. Est-ce qu'on peut voir la carte? OK. Ah, elle la voit, OK. Donc, je ne sais pas si vous voyez, là, c'est gris-mauve, là. Donc, ça, sont assujettis au règlement de démolition. Vous êtes... Est-ce qu'on peut zoomer in plus? Oui. Oui, c'est bon. Ça a été zoomé. OK. I can see. Je veux juste voir si le 17-13, c'est en mauve. Au sud, c'est ça. Au sud, il n'y en a pas. Sud. OK. C'est bon. Merci, Mme Paquin. Merci. On a une autre question de Mme Manon Laliberté en ligne. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend. OK. Bien, je suis 100% d'accord avec la question précédente d'Angelica Paquin. Parce que, tu sais, quand vous dites qu'il y a eu des avis de changement, c'est pourquoi la zone bleue, c'est encore des duplex, pas des duplex, mais des unifamiliales. Alors, pourquoi la rue Boisvert
Pourquoi aller jusqu'à la 3e rue du boulevard des Laurentides pour pouvoir permettre des siplex? Parce que personne ne le dit, mais tout le monde le pense, c'est pourquoi tout à coup, il y a un entrepreneur qui achète un terrain, on change de zonage, les gens chialent, il y a une consultation. Personne ne le dit, mais c'est ça. Puis c'est pas pour virer la réunion, là, mais je pense que si on dit les vraies choses, ben tout le monde va bien comprendre, puis on aimerait se faire expliquer correctement. En tout cas, mettez-vous à notre place. Là. Tout à fait, puis c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on tente de faire, là. C'est ce qu'on a fait d'ailleurs en soumettant le projet de règlement ce soir, là. C'est une réalité qu'on ne connaissait pas, qu'on a vu à travers les inventaires patrimoniaux et les études typomorphologiques et toutes les visites qu'on a pu faire, mais vous comprenez que l'exercice très précis qu'on fait là ce soir, on n'a pas pu le faire sur l'ensemble du territoire il n'a pas pu se refléter là, dans le règlement en novembre 2022, gérer l'ensemble du territoire de Laval avec une panoplie de zones, différents objectifs de densification. On avait une multitude de choses à regarder. Ça a été énormément difficile. Là, on a été interpellé par l'inventaire et on a agi, on a voulu agir promptement. Malheureusement, c'est une question de circonstances. Il y a eu une période là, où il y a eu un zonage plus permissif. C'est malheureux, puis c'est justement pour ça qu'on souhaite agir ce soir. OK. Fait que dans le fond, ce soir, c'est suite à des plaintes qu'on a eu droit à cette... Puis c'est correct. Puis... Non? OK. On n'a pas réagi sous l'effet des plaintes. Là, vraiment, on a réagi sous l'effet des inventaires qu'on a reçus et des analyses qui ont été faites l'été dernier suite à la réception des inventaires, tout de suite après la réception des inventaires. Donc, on s'est mis au travail déjà depuis juin dernier, puis durant tout l'été et l'automne. Puis là, ce soir, on vous propose un projet de règlement qu'on pense abouti. Il a fallu tracer une ligne quelque part, comme on disait précédemment, et on y va en 2 parties avec quelque chose qui est vraiment plus adapté. On le réalise aujourd'hui, mais à l'époque, on ne pouvait pas le savoir. Ou bon, ben plus difficilement. Ça répond à ma question. Parfait, c'est correct. Très bien. J'aimerais revenir à un point sur la consultation publique. Effectivement, quand il y a eu l'annonce que la Ville de Laval allait modifier sa réglementation d'urbanisme, évidemment, modifier une réglementation d'urbanisme, c'est encadré par la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Il y a une consultation publique qui est prévue par la loi, comme celle qu'on tient ce soir, mais la Ville est allée au-delà de ça. Elle s'est entourée de différentes firmes et il y a eu, durant 2 ans presque complets, 18 mois, une série de rencontres pour consulter les gens. C'est sûr qu'on n'est pas allé dans chaque maison, comme le disait mon collègue, mais on est allé d'abord en soirée d'information. Ensuite, il y a eu des audiences, il y a eu des rencontres particulières avec différents groupes. Et puis, ensuite, on a ouvert une période où chacun pouvait déposer des mémoires. Donc, moi et mes collègues, on a analysé au-dessus de 250 mémoires, un à un, qu'on a intégré le plus possible à la réglementation et on a soumis ensuite cette réglementation, la nouvelle réglementation, le Code de l'urbanisme, à la population et aux élus pour approbation. Fait qu'il y a un grand travail que vous avez peut-être pas eu la chance de voir, là, mais qui a été annoncé de consultation là, préalablement à l'entrée en vigueur du règlement d'aujourd'hui. Effectivement. Merci beaucoup. Merci, Madame La Liberté. On a une question de Madame Maria Dimegliou. Madame Dimegliou. Je voulais juste mentionner... Bonjour, oui. Je voulais juste mentionner pour la maison qui a été détruite là, à côté de chez Madame Paquin. Cette maison-là, de ce que je comprends, c'est qu'elle était pas apte à y vivre et c'est pour ça qu'elle a été détruite. De ce qui était écrit sur la publicité du vendeur, de l'agent immobilier. Et puis, à ce moment-là même, je pense que ça a été déjà mentionné, mais déjà à ce moment-là, sur la publicité de l'agent immobilier, c'était marqué que probablement que les règlements municipaux allaient être changés, qu'il y avait la possibilité de construire un siplex. Fait que c'est ça qui fâche un peu quand on sait que probablement l'agent immobilier était déjà au courant que la Ville allait changer son règlement.
c'est quoi, de L2000 à CDU. Fait que c'est ça un peu qui est fâchant parce qu'on réalise que à ce moment-là, on peut pas rien faire quand on sait que c'est déjà planifié. Je voulais juste mentionner. Merci. Donc, effectivement, c'est la dernière question. Je voulais vous remercier pour votre participation, pour vos questions, pour les réponses. L'enregistrement de la séance, comme on a dit, sera disponible à partir de mardi prochain sur le site web de la Ville de Laval. Vous avez 15 jours pour nous faire parvenir à l'adresse assemblée.urbanisme@laval.ca. C'est sur notre site web pour que vous allez le voir. Donc, merci aux équipes pour les présentations. Merci à l'équipe technique aussi pour ce soir. Je vous souhaite une bonne soirée, de joyeuses Pâques. Et il y a des élus qui sont présents là si vous voulez parler avec eux. Donc, merci beaucoup et à la prochaine. Merci. Merci.